Bonjour à toutes et à tous, un premier live sur Twitch pour la chaîne YouTube de Paris United. C'est une nouveauté, vous nous l'avez demandé, et bien c'est désormais chose faite. On va pouvoir interagir avec vous durant le podcast que vous appréciez tant. Évidemment, c'est votre podcast du lundi pour débriefer les rencontres du Paris Saint-Germain et toute l'actualité, parce qu'il y a souvent de l'actualité extra-sportive. Mais là, heureusement, on va parler de sportifs avec le 103e classique hier entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, qui s'est terminé avec une victoire courte démolir par les moustiques du Paris Saint-Germain. alors que 0. On va débriefer tout ça avec mon équipe du jour. Je vais commencer avec les Parisiens parce qu'aujourd'hui, nous avons un Marseillais avec nous pour débriefer ce match. Tout d'abord, Yacine Amnet qui était au Parc des Princes hier avec une très belle ambiance, Yacine, il faut le souligner. Salut à tous déjà, bonjour à tous. Et ouais, c'était une belle ambiance, surtout en début de match quand il y a eu le gros pressing parisien, ça s'est enflammé. Mais ouais, c'était une belle ambiance hier soir et puis c'était un bon match. Voilà. Il y avait des beaux tifos aussi, hein. J'ai vu, tu nous as envoyé des photos sur le groupe WhatsApp, c'était magnifique quand même. Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le parc comme ça. Et puis le dernier PSG Marseille, c'était la grève, donc doublement. Effectivement, donc voilà, on était. En tout cas, je pense toi, tu étais heureux de la performance des Parisiens, mais aussi également de l'ambiance qui était très bonne avec. Même on a vu les fumigènes en fin de match. Ouais. Qui étaient réunis pour que ce soit un bon classique bien bouillant, comme on aime. Le deuxième Parisien avec nous, Nicolas Puravo. Comment ça va, Nico? Salut les minots, ça va? Comment ça va? Est-ce que parce que tu lis les commentaires YouTube quand on fait les débriefs habituellement sur YouTube. Maintenant, bon là, ce sera sur Twitch et sur YouTube. Souvent, ils disent Nico Puravo, il est un peu désabusé sur les matchs, il prend pas de plaisir. Est-ce que hier, tu t'es régalé un peu, Nico, dans une ambiance comme ça? Ouais, honnêtement, l'ambiance était top. Le match était vivant, il était plutôt sympa. On a vu quand même d'autres purges au parc, donc ouais, c'était pas mal. Après, il y a quand même beaucoup à dire, hein. C'était pas un grand PSG. Encore une fois, il y a encore pas mal de lacunes dans plein de domaines, mais bon, écoute, quand tu gagnes l'OM 1-0, t'es content, hein, même si le match n'était pas super. Donc oui, j'ai pris du plaisir, bien sûr. Alors, on va développer tout ça, évidemment, revenir sur toutes les thématiques qu'il y a eu durant le match pendant ce 207e numéro du podcast Anjou Capital. Et pour terminer la bande, c'est la première fois qu'il est avec nous, ça me fait extrêmement plaisir, parce que c'est un ami, oui, il faut le dire. Nicolas Cuoco, qui sera notre caution marseillaise aujourd'hui. Comment ça va, Nico? Un deuxième Nico, hein. On aura le Nico parisien et le Nico marseillais. Bah écoute, ça va très bien. Tout d'abord, merci à vous tous de m'accueillir. Ça me fait très plaisir de participer à votre émission. Donc, salut Yacine, que je connais également, Hugo, mon ami, et Nico, mon ennemi via les réseaux sociaux, puisqu'il a déjà commencé un peu à me rentrer dedans. Mais voilà, c'est avec grand plaisir que je vais faire cette émission avec vous. Alors, Nico, on se connaît via, je pense que certains qui regardent le podcast Anjou Capital connaissent, via l'émission web Le Club des 5, où on débriefe l'actualité et les matchs des 5 grands championnats européens. Est-ce que tu peux dire un peu ce que tu fais dans la vie pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, ce que je fais dans la vie, je suis entre le sud et Paris. Pour Paris, je bosse pour le Club des 5, je fais des petits débriefs. Je bosse aussi pour le journal L'équipe et pour l'équipe TV aussi, pour la chaîne L'équipe. Et lorsque je suis dans le sud, j'ai des activités toujours journalistiques, mais rien à voir avec le domaine du foot. Ça a plus un lien avec le domaine de la défense et de la marine, puisqu'en fait, je fais des reportages sur ces enjeux-là. Donc voilà, c'est assez différent, mais ça me plaît parce que je vois d'autres choses. Ben voilà, comme ça, au moins, les gens apprendront à te connaître. Et si vous voulez aller suivre Nicolas, n'hésitez pas, vous voyez, il y a son arrobas Twitter, si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux, Nicolas Coco, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On va donc revenir sur ce 103e classico de l'histoire entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, avec une victoire parisienne, un but inscrit juste avant la pause par Neymar sur un service de Kylian Mbappé. Et donc, grâce à ce but de Neymar, Paris renforce sa position de leader du championnat. Marseille manque l'occasion de revenir à sa hauteur. Au classement, après 11 journées, donc le PSG est leader avec 29 points, 6 points d'avance sur l'OM. Lorient, toujours invaincu cette saison, deuxième, les Merlus avec 26 points. Lens, troisième, 24 points. Et donc l'OM, quatrième, avec 23 points. La première question est toute simple. Et allez, on va faire honneur à l'invité, Nicolas Cuoco. Est-ce que tu as assisté à un bon match hier, Nico? J'ai vu sur les réseaux sociaux que les gens ont apprécié quand même que ce soit un classico, un classique. Je vais le faire à la française, je ne peux pas dire classico. C'était Barça-Real et Real-Barça hier, le classico. Un match assez serré en tout cas. Ouais, c'était serré, on a vu des occasions de part et d'autre, hein. En première mi-temps, ça a notamment été très animé. On a eu Paul Lopez qui a fait
d'énormes arrêts. Je crois qu'il en a fait 5 ou 6 dans la première demi-heure. Donc ouais, c'était cool. Même du côté marseillais, hein, on avait l'impression qu'on avait presque la possession et que Paris jouait le contre. Donc tout ça, ça nous a donné un match animé. Malheureusement, du côté marseillais, ça n'a pas été aussi tranchant que ça aurait dû l'être. Ça a un peu pêché dans l'avant-dernier geste. Mais sinon, ouais, on a vu un bon match. Au milieu de terrain, on a vu quand même qu'il y avait des joueurs de qualité, notamment du côté du PSG. Donc je pense que vous allez mieux argumenter ça que moi. On a vu de la belle qualité, même sur les ailes, côté marseillais, que ce soit avec Nounou Tavares, grosse activité. Bon, ça pêche encore dans le dernier geste, mais bon, moi, il y avait de l'activité, que ce soit avec Klose, etc. Donc ouais, on s'est régalé, j'ai trouvé. Je vais m'adresser maintenant à Yacine Annette qui était au parc hier, donc en plus d'avoir eu l'ambiance. Est-ce que toi, Yacine, depuis ton poste en loge presse, est-ce que tu as assisté à un bon match? Oui, c'était un bon match parce que déjà, il y a eu du rythme. Et si on se souvient bien des derniers PSG-OM, c'était très triste, très terne, très fermé. Voilà, rappelez-vous le 0-0 Vélodrome l'année dernière, c'était presque, enfin, c'était ennuyeux. Voilà, il y a eu du rythme. Il y a eu du rythme aussi parce qu'à un moment donné, enfin très vite, en milieu de première mi-temps déjà, on a eu deux équipes presque coupées en deux et ça cherchait à aller d'un but à l'autre. Alors, le truc, c'est qu'il y a eu du déchet technique. Peut-être dû à l'intensité, peut-être dû à la précipitation, mais en tout cas, voilà, c'était un match qui était vivant et effectivement, comme on l'a dit un peu entre nous avant l'émission, on a vu beaucoup de matchs au parc sur les 18 derniers mois, bien plus ennuyeux que ce qu'on a vu hier. Nicolas Puravo, est-ce que toi aussi tu as trouvé plaisant ce match? Ouais, bah, c'est ce que je te disais en intro, c'était plaisant et pour ça, il faut, je ne sais pas s'il faut les féliciter, mais c'est un peu grâce aux Marseillais aussi, parce que ce pressing très très haut en première mi-temps notamment a eu pour conséquence de couper le bloc marseillais en deux. Et puis le bloc parisien s'est adapté, s'est coupé aussi en deux avec une partie défensive pour gérer le pressing et puis les trois de devant plus Fabien Ruiz qui venait s'intercaler aussi. Donc en fait, on était sur du 1 contre 1 défensif, du 1 contre 1 offensif, avec au milieu un boulevard pour les deux équipes. Donc à chaque perte de balle, forcément, ça allait très très vite jusqu'au but adverse. Et ça a fait une première mi-temps, j'ai trouvé pour le coup très agréable au niveau du jeu. Mais quand je disais en intro qu'il y avait aussi beaucoup de lacunes, c'est que c'est fou des deux côtés d'ailleurs, hein. C'est fou d'avoir une première mi-temps d'organiser comme ça parce que c'est pas possible de faire un match comme ça quand tu viens chercher un résultat. Marseille reste dans le match jusqu'au bout parce que ils ont de la réussite, parce que Lopez fait des bons arrêts, mais aussi parce que le PSG manque de réalisme parce qu'en première mi-temps, on tourne à la mi-temps sur un score de 4, 5, 5, ouais, 5-1, 5-2, c'est quasiment à peu près un score que tu peux imaginer en première mi-temps, quoi. Donc c'est un match bizarre par rapport aux deux dispositifs. Ça a rendu pour le spectacle, je pense, le spectateur a trouvé que c'était un match agréable. Je pense que les deux entraîneurs, quand ils vont faire le débrief, ils ont, à mon avis, pas mal de trucs à revoir parce j'ai vu des dingueries quand même. J'ai vu pas mal de dingueries. Bon, on va y revenir tout au long du podcast. Je lis vos premières réactions sur le live Twitch et je vois que par exemple Mancap 7500 qui me dit est-ce qu'on ouvre un type pour la connexion de Nicolas Puravo parce qu'il est dans le flou. Voilà. Donc déjà un peu de chambrage sur ta connexion Nico. Mais bon, on t'entend très très bien, ne t'inquiète pas, donc les propos sont très clairs. Mais je vois aussi vos réactions. Hugo, oui, deux petits trucs, parce que justement, par rapport aux commentaires, il y en a qui demandent où est Mousse. Donc, Mousse, il est entre Nantes et Paris, donc il est sur la route, malheureusement. Donc, il n'a pas pu être là aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, merci déjà à tous les gens qui sont présents actuellement sur le live, le chat, etc. Et juste dire que pour ceux qui ne pourront pas le suivre en entier, parce que malheureusement, on est en plein milieu de journée, il sera diffusé sur YouTube comme le podcast habituel. Ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire que si vous êtes là tout le live, c'est très bien pour nous. Mais voilà, ce sera quand même diffusé comme le podcast habituel. Bien sûr, il sera disponible en replay. Donc, si vous n'êtes pas disponible pour ce temps de midi, vous pourrez le réécouter évidemment sur la chaîne YouTube de Paris United. Mais voilà, l'intérêt aussi de lancer ce live tweet, c'est d'avoir vos réactions en direct. Et on essaiera d'en faire évidemment à des heures plus convenables pour faire un live Twitch, notamment le soir. Il y aura plus de monde. Je vois que je vous remercie comme Yacine des réactions qu'on a déjà. Et je vois que beaucoup demandent qu'est-ce qu'on a pensé du match de Ruiz. Ça sera pour après dans la suite du podcast, évidemment. On a des focus sur certains joueurs et on parlera de Fabien Ruiz qui a fait un très bon match. Nico, pour terminer, avant de rentrer dans le vif du sujet sur
la première période. Une dernière petite chose avec une stat qui est très parlante pour illustrer le match qui était plaisant. Le nombre de tirs dans ce classique, 41 tirs, 23 pour les Parisiens, 8 cadrés pour Paris, 18 pour les Marseillais, 7 cadrés. Il y a eu beaucoup de tirs, peut-être qu'il a manqué l'efficacité dans le dernier geste pour les deux équipes pour avoir plus de buts. Je parle à Nicolas Cloco, pardon, faut que je précise. Nicolas Cloco, pardon. Oui, ça a pêché dans le dernier geste, même j'ai envie de dire côté Marseille dans l'avant-dernier geste. Et c'est vrai que c'est bien dommage parce que on est arrivé avec de bonnes intentions. Vraiment, on a vu un bloc haut, on a vu quelques possibilités. Mais selon moi, ce qui peut expliquer ça du côté marseillais, c'est qu'on n'a pas vraiment des éléments offensifs qui sont capables de marquer des buts. Alors oui, on a Sanchez qui, depuis le début de la saison, est étincelant. On l'attendait vraiment pas à ce niveau-là. En tout cas, c'est vraiment une bonne surprise. Et puis après, si tu sors Sanchez de cette équipe, des joueurs qui ont marqué plus de 10 buts dans une saison dans leur carrière, ils se comptent sur les doigts d'une seule main. Hein. Guendouzi, dans sa carrière, s'il a déjà passé les 5 buts dans une saison, c'est peut-être la saison dernière. Harit, c'est pareil, c'est pas non plus un modèle de régularité, mais cette saison, il est très bon, mais dans le dernier geste, ça pêche. Donc voilà, côté OM, c'est vrai qu'on a une grosse solidité défensive, mais côté offensif, et ça on l'a vu depuis le début de la saison, parfois ça manque de tranchant. Et hier, dans un match comme ça, face à une équipe comme la vôtre, qui est standing Ligue des Champions, c'est ce qui peut faire la différence. Et malheureusement, hier, on a vu qu'on a encore des limites là-dedans. Vous voyez des stats apparaître là. La première, en tout cas, sur les stats de ce PSG-OM à l'écran plein pot. Alors, pour vous expliquer rapidement, on utilise un logiciel qui s'appelle Narrative, justement pour vous permettre d'avoir un meilleur confort visuel quand vous regardez les podcasts, et toujours dans notre démarche d'améliorer le podcast, avec notamment le live Twitch qu'on lance aujourd'hui. Mais voilà, vous aurez des stats qui apparaissent plein écran pour, voilà, au lieu que moi je les lise seulement sur mon petit imprimé dans mon fichier texte, en tout cas sur mon ordinateur. Voilà, comme ça, vous aurez aussi des photos également, comme vous voyez à l'écran avec Mbappé et Chancel Mbemba hier au duel. On en parlera tout à l'heure dans le podcast. C'était un des duels du match hier, mais voilà, c'est via un logiciel qui s'appelle Narrative, qui est très simple à utiliser. Voilà, c'est assez pratique. Tout le monde peut faire des lives avec. C'est une application qui est dispo sur Android et iOS pour faire des lives ou du contenu produit. On vous en reparlera au fur et à mesure des podcasts. Mais voilà, c'est pour faire des lives, du contenu produit, sans compétences de montage ou de graphisme. C'est assez intéressant et voilà, nous on arrive à l'utiliser nous-mêmes, donc vous voyez que tout le monde peut l'utiliser. On n'est pas des génies de l'informatique, mais voilà, on arrive à faire ce genre de choses et voilà, c'est dans notre démarche d'améliorer le podcast et que vous ayez un meilleur confort visuel. Et si vous voyez des petites stats apparaître, même nos noms en dessous avec notre nom Twitter, c'est aussi pour ça, pour donc ce logiciel narratif qui nous aide grandement dans l'amélioration du podcast. Allez, rentrons dans le vif du sujet après votre premier sentiment général, Yacine, avec cette première période. Le début de première période qui a été bien dominé par les Parisiens, vous en parlez les deux Nico. Et il y a un homme qui s'est illustré dans cette première période côté Marseille, c'est Paul Lopez, qui a effectué 7 arrêts hier soir. C'est son meilleur total d'ailleurs lors d'un match de Ligue 1. C'est Opta qui sort la stat. Il était assez bouillant hier, le gardien espagnol. Et il a fallu parce qu'il y a eu des belles tentatives de Kylian Mbappé et de Léo Messi notamment. Ouais, alors le truc, c'est que vraiment les 10 premières minutes, Paris a mis une grosse pression. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Paris démarrer un match comme ça, en fait, en décidant de jouer très haut, de gêner la première relance, de récupérer le ballon très vite. Et on viendra après, mais faut pas tout mettre sur le dos du système. Le système, il est important. Il ne faudra pas tout mettre sur le dos du système parce que ce serait trop simple en fait de réduire une équipe ou un match de foot à juste un système de jeu. Et on y reviendra après. Mais effectivement, ces 10-15 premières minutes, ça a donné le ton. Et c'est vrai que je pense que Marseille, mais ça vient aussi des derniers matchs du PSG. Hein. Je pense que Marseille ne s'attendait pas à ce que le PSG mette cette pression-là d'entrée. Parce que, en fait, si vous regardez bien le moment de l'engagement, il y a des Marseillais qui vont très très vite, très haut. Qui vont chercher les premières courses tout de suite en se disant bon, on va mettre la pression. Et en fait, rapidement, ils sont pris à leur propre jeu parce que Paris trouve rapidement du jeu entre les lignes, arrive à revenir tout de suite dans le camp marseillais et en fait à rester dans le camp marseillais. Et je pense que Marseille, alors Tudor a dit en conférence de presse que il avait trouvé que son équipe avait trop respecté l'OM. Moi, je pense qu'ils n'ont pas trop respecté Paris. Moi, je pense qu'ils ne les ont pas trop respectés. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Paris se comporte de cette façon-là d'entrée de match. Et effectivement, ce temps fort, et c'est un peu le problème aussi du PSG depuis plusieurs semaines,
contrairement au début de saison où ça marquait des 4, 5, 7 buts, c'est qu'il y avait l'efficacité. On peut se rappeler du but à Lille au bout de 8 secondes. En fait, Paris manque d'efficacité en ce moment. Et dans ce temps fort, c'est là déjà que tu dois faire mal à l'OM. Parce que je pense qu'avec ce pressing, avec cette intensité, avec la réussite, ou l'efficacité, pas la réussite, mais l'efficacité, parce que ce n'est pas de la réussite, c'est l'efficacité, parce que le dernier geste n'est pas le bon, comme la frappe de Messi qui est un peu écrasée, etc. Et ben en fait, tu aurais pu faire très très mal à Marseille dès ce début de match. Et Paris, en ce moment, contre Benfica aussi, alors un petit peu moins parce que c'était plus fermé, a du mal à vraiment rentabiliser ses temps forts. Et c'est ce qui, en fait, lui permet plus d'avoir toute cette maîtrise sur le match à plus longue durée, on va dire. Bon, je lis vos réactions en même temps que Yacine développe sur la première période. Je vois des salut l'équipe, avec plaisir, l'habillage est super, merci à vous les gars. Bon, Nicolas, la connexion dans ton château est défaillante. Enfin, Nicolas Puravo. Toujours ce petit chambrage sur la connexion de Nico. Avant que je vienne te voir, Nicolas Puravo, je demande juste à Nicolas Cloco quand même, parce que sur cette première période, et Yacine en parlait, c'est vrai que Paris a pas su, on va dire, a été récompensé juste avant la pause avec le but de Neymar, mais ils sont tombés sur un grand Paul Lopez et ils n'ont pas su maximiser leur temps fort. Et Marseille aurait pu, normalement, après avoir laissé passer l'orage les 10 premières minutes, ils ont eu quelques coups en contre-attaque, notamment avec Jonathan Klaus qui a été assez touché côté droit et Amin Harit aussi qui a été intéressant entre les lignes. Ouais, les gars, heureusement, chaque année, on démarre un classique avec un -1 au bout de 15 minutes. Donc, pardonnez-nous pour une fois d'avoir eu un gardien qui a arrêté 2-3 tirs. Parce que franchement, chaque année, c'est le même classique. Et en voyant ça, je me suis dit, bon, bah, peut-être que cette année, c'est notre chance. Voilà, c'est vrai que Paris a vraiment, au bout de 20 minutes, ils peuvent mener 2-3-0, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'est notre chance. Mais je me suis fait vite rattraper par la réalité en voyant que ouais, bah, dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste, c'est compliqué, c'est perfectible. Mais vraiment, je suis très heureux quand même d'avoir pu voir l'OM quand même essayer de presser haut, essayer de trouver de poser quelques problèmes tactiques au PSG. Et c'est vrai que parfois, par séquence, alors peut-être que vous avez la vision que Paris a pas mal dominé les débats en première période, mais moi, quelquefois, je me suis fait la réflexion en voyant l'équipe de Paris qui jouait quand même assez bloc bas. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 2-3 fois, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bah, en fait, quel est le but recherché par Galtier avec cette composition d'équipe, avec un milieu qui est censé être très technique, etc. Et au final, quelquefois, j'avais l'impression un peu que ça jouait à la carotte. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur cette première période où elle était vachement compliquée à analyser, j'ai trouvé cette première période. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup de mal à l'analyser, pardon, où l'OM avait la balle, où l'OM était parfois même le plus entreprenant, mais ça peut quand même faire 3-0 pour le PSG. Donc je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Eh ben, Nicolas Puravo, est-ce que tu réponds à Nicolas Cuoco? La première période, en fait, effectivement, il y a un quart d'heure où Paris étouffe complètement l'OM et avec un petit peu plus d'efficacité, effectivement, le match y est déjà plié. Après, on a déjà vu ce genre de match du PSG, notamment en Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa. C'est un début de match où Paris doit mener, je ne sais plus trop, mais au moins 2-0. Et derrière, ils relâchent, en fait. Ils relâchent le pressing et plutôt que de rester en position haute ou médiane, c'est un bloc qui aime bien. On a l'impression d'être en position basse parce que ça permet de faire moins d'efforts, ça permet de mettre moins d'espace dans le dos et puis ça permet de lancer assez rapidement. La tactique du PSG hier, elle a été assez simple. Au bout d'un quart d'heure, ils ont commencé à… Il n'y a pas le physique en ce moment, de toute façon, pour faire des mi-temps complètes à fond. Ils sont entre ceux qui sont fatigués, ceux qui ont peur de se blesser et ceux qui gèrent leur mondial. Franchement, je crois que jusqu'à début novembre, enfin jusqu'à mi-novembre, faut qu'on s'attende à avoir ce genre de rencontre. Mais le PSG hier, au contraire, je trouve qu'après le premier quart d'heure où ils ont vraiment mis le turbo, après, ils ont un peu relâché ça. Ils se sont mis dans un bloc plus prudent. Et puis, ils ont trouvé assez facilement entre les lignes en sortant. Parce que le pressing marseillais, oui, était haut, mais franchement, il était très, très, très inefficace. Il a très rarement mis le PSG en difficulté.
J'ai vu des équipes cette saison au Parc mettre beaucoup plus Paris en difficulté au niveau de leur pressing. Je pense à Monaco notamment qui avait vraiment empêché Paris pendant une demi-heure à toute sortie de ballon. Là hier, le PSG sortait le ballon assez facilement. Alors la présence de Ruiz au milieu, Neymar entre les lignes également. Et puis la tactique, elle a très bien fonctionné en première mi-temps parce qu'encore une fois, le PSG doit boucler la première mi-temps avec une avance très confortable. Donc je pense que c'était délibéré et c'est plus un choix pour préserver le physique d'une équipe qui commence à être fatiguée qu'autre chose, quoi. C'est pas l'OM en tout cas qui a fait reculer le PSG, j'ai pas l'impression. Bon, est-ce que Yacine, tu es d'accord avec Nico sur cette première période avant qu'on passe à la deuxième? Et juste aussi, quand même, je voulais parler quand même du coup franc de Messi sur la barre, parce que Messi, ça fait quand même la 14e fois en Ligue 1 qu'il touche les montants, au moins plus que 4 de plus que tout autre joueur. Bon, il est assez près, c'est compliqué. En plus, il y a beaucoup de monde dans la surface. Il y avait Mukiele qui se met devant Paul Lopez, etc. Mais ça touche la barre une nouvelle fois. Ouais, ça fait beaucoup pour Messi, mais bon, après, il n'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de monde. Oui. Il y avait beaucoup de monde devant le but. Il y avait même des Parisiens. Tu sais même pas si, à un moment donné, il n'allait pas être gêné par les Parisiens. Mais pour revenir à la première période, je pense qu'il y a cette volonté. Alors, je ne sais pas si c'est une volonté parce que malheureusement, je n'ai pas pu poser de questions hier en conf de presse. C'est une question qui m'intéressait, notamment quand on va parler aussi du début de la deuxième mi-temps. Je ne sais pas en fait si aussi ça ne fait pas partie de la stratégie parce que Galtier, on sait qu'il aime le foot de transition. Et parfois se dire de partir de plus bas pour aspirer un peu l'adversaire et s'offrir des espaces. Est-ce que c'est une réelle volonté ou est-ce que c'est Paris qui est parfois en difficulté et qui n'est pas capable de rester haut et qui recule, pas par la volonté d'aspirer l'adversaire, mais plus par obligation, on va dire. J'arrive pas à trouver le juste milieu parce que c'est tellement l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste milieu. Paris, ils font 15 minutes où ils sont dans les 60 mètres dans les 30 derniers mètres de l'OM et ça presse et ça presse. Et puis après, tu as 20 minutes où Paris est carrément dans ses 40 mètres. Donc, j'arrive pas à comprendre si c'est une stratégie pour dire, OK, il y a des temps forts, des temps faibles. Et dans ce temps faible, on va reculer pour aspirer et s'ouvrir des espaces. Ou est-ce que c'est parce que vraiment, tu ne peux pas le faire et donc tu recules voilà, j'arrive pas à trouver le juste milieu parce qu'on va venir sur la deuxième période après, mais sur le début de deuxième mi-temps, c'est pareil. Tu vois, Paris est très bas, plutôt organisé. Est-ce que c'est parce que tu mènes un 0 et que tu te dis je vais m'ouvrir des espaces parce qu'ils vont quand même être obligés de venir nous chercher encore plus qu'ils l'ont fait en première? Ou est-ce que c'est parce que tu n'es pas capable de le faire? Je ne sais pas. Et comme il y a l'idée de Galtier qui aime aussi ce foot de transition, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est plus Galtier qui va répondre à nos interrogations que nous qui allons dire c'est volontaire ou c'est pas volontaire. Voilà. Pour parler justement de la deuxième période, tu m'as fait une belle transition, Yacine. Je vois les commentaires des gens sur le live Twitch qui disent on a ressenti de la fatigue à partir de la 60e minute et c'est aussi pour ça que le match a baissé d'un cran en deuxième période. Nico Kyoko, désolé, je vais dire ton famille à chaque fois, mais c'est pour que on parle de toi. Comment tu as trouvé cette deuxième période? Parce que c'est vrai qu'évidemment, il y a le carton rouge de Samuel Gigot à la 72e qui vient casser la fin de match. Mais en tout cas, avant, est-ce que tu ne penses pas que l'OM n'a pas su mettre suffisamment en danger Donnarumma, à part j'ai l'occasion de Klose en tête, ou même de Mbemba, qui vient faire cette virgule avant d'envoyer une ligne et que Donnarumma enlève. Mais il y avait peut-être moyen, en fait, parce que nous, on l'a vu, on le voit, on les voit tous les matchs avec Nico et Yacine. Il y a des équipes qui ont embêté plus que ça l'OM, en tout cas offensivement, sur les cases, en tout cas. Oui, bah, il y a aussi une part de fatigue, je pense, parce que même si tu as joué à 9 à 11 contre 9 contre le Sporting, il y a quand même un enchaînement des matchs qui est assez répétitif depuis le début de la saison. C'est moi qui sonne là? C'est moi, excusez-moi. Mais oui, après, il y a quand même ces deux occasions-là qui ont quand même le mérite d'exister, où en plus, ça intervient après des beaux mouvements collectifs. Mais je ne vais pas paraphraser par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans cette équipe, je pense qu'il y a vraiment un manque de qualité dans les 20-30 derniers mètres, un manque de tranchant. Et c'est pas pour rien que les deux occasions qui viennent, c'est de la part de Klose et de Mbemba. Malheureusement, ça ne vient pas d'un milieu, ça ne vient pas d'un joueur offensif. Et c'est ce qui manque à l'OM. Quand on voit des milieux comme Verretou et Rongier, qui on dirait un peu les jumeaux, comme dans les jumeaux, les Spider-Man, le même, où ils sont là, ils se regardent tous les deux. Malheureusement, offensivement, l'OM a ses limites.
Et sur ces 90 minutes-là, je trouve que le début de saison de l'OM sur le plan offensif, il est assez bien résumé. C'est-à-dire que bah, ça pêche dans les 20 derniers mètres. Après, il y a l'exclusion de Gigot qui change un peu tout. Bon, il y a ce tacle-là qui sort un peu de nulle part, qui est un peu stupide. On parlera peut-être de l'arbitrage plus tard. On fera une partie arbitrage tout à l'heure parce que je vois beaucoup de réactions aussi sur live tweet en disant est-ce que vous avez parlé d'arbitrage, le carton rouge, etc. Ouais. Là, on parle déjà un peu tactique et ce qui s'est passé dans le match et on fera des focus particuliers. Voilà, vas-y. Mais voilà, déjà que c'était dur à 11 contre 11 pour vous mettre en difficulté, pour mettre en difficulté Donnarumma. Alors à 10 contre 11, là, c'était quasiment mission impossible et j'ai pas senti vraiment les Marseillais être autant entreprenants qu'ils auraient dû l'être. J'avais plus l'impression que voilà, ben, ils se prennent on se prend notre petit 1-0. Avant le match, si on nous avait dit qu'on allait se prendre juste un petit 1-0 avec la qualité offensive, etc., bah, on n'en aurait pas rougi. Et là, pour le coup, à 10 contre 11, j'ai l'impression qu'on voulait un peu en garder sous le pied. Juste petite question avant que j'aille voir Nicolas Purabo et qu'on passe vraiment au focus avec le dispositif que Galtier a changé avec la 4-3. Nico, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Guendouzi on va dire en numéro 10 en soutien de Sanchez parce qu'il a été mis là quelques fois à ce poste-là et moi je le trouve pas terrible. Et quand tu as des joueurs, alors apparemment il a une petite blessure, il a une petite brouille peut-être avec Igor Tudor, Gerson qui était sur le banc, qui n'est pas rentré, qui n'était pas rentré en Ligue des Champions. Et je t'ai vu tweeter hier sur Gerson en disant pourquoi il le fait pas jouer alors que lui, en tout cas, il aurait le niveau dans ce genre de match. Bah, moi, c'est clairement mon inconnu depuis ce début de la saison. C'est à quoi sert Gerson? C'est-à-dire qu'on a recruté un joueur de 25 millions d'euros. Donc 25 millions d'euros pour les finances de l'OM, c'est pas rien. Et comme si l'OM pouvait se permettre d'investir 25 millions d'euros sur un joueur. Alors soit pour ne pas le faire jouer, et si c'est le cas, c'est pour le mettre à un poste qui n'est pas le sien. On se souvient de l'an dernier avec Sampaoli, il jouait piston gauche. Là, il joue reculé derrière l'attaquant. Et moi, je suis désolé, mais quand je vois les prestations de Rongier et Verretou, ben, je me demande en quoi Gerson il est inférieur à eux. Et quand je vois Pape Gueye aussi avec ses rentrées, je me demande aussi qu'est-ce qu'il y a Gerson en moins. Sachant que Gerson, quand même, quand il était au Brésil, il a été élu 2 fois meilleur joueur du championnat brésilien à ce poste-là. Il a gagné je ne sais pas combien de trophées avec Flamengo à ce poste-là. Et puis, on me répond peut-être qu'il y a un manque d'intensité. Alors oui, ok, moi je peux l'entendre qu'il y a un manque d'intensité, mais qu'on ne me fasse pas croire que contre Ajaccio, dernier du championnat, où tu sais que tu vas avoir le ballon, où tu sais que Ajaccio va jouer au bloc bas, où tu vas avoir besoin de milieu de terrain capable de se projeter, qu'on ne me fasse pas croire qu'un Gerson, il est inutile dans ce genre de confrontation. Donc vraiment, pour moi, l'inconnu de ce début de saison, il y en a pas mal. Tudor, il fait un début de saison voilà, de qualité. On ne peut pas lui enlever sa 3e ou 4e place. Je ne sais pas combien l'OM est ce matin. On ne peut pas lui enlever les 6 points en Ligue des Champions. On ne peut pas lui enlever beaucoup de choses. Mais il y a certains inconnus. Et j'aimerais bien être en conf pour lui poser la question, est-ce que Gerson est une option dans votre esprit au milieu de terrain? Parce que voilà, je trouve qu'il a des qualités que Verretou et Rongier n'ont pas, que Pape Gueye n'a pas du tout. Ça me paraît évident, ce joueur-là, pour moi, c'est un mystère au milieu de terrain. Je ne sais pas ce qu'il fait à l'OM. Mais voilà, est-ce que Gerson est une option au milieu de terrain? Donc si j'ai des confrères qui m'écoutent et qui ont la chance de pouvoir assister aux conférences de presse, eh ben, j'aimerais vraiment que cette question-là soit posée au coach croate. Je voyais des réactions de journalistes qui suivent l'actualité de Marseille et qui disaient qu'il y avait une petite brouille et que Gerson boudait un peu Tudor, et donc c'est pour ça aussi qu'il ne le fait pas jouer. Mais là, c'est pareil. Je suis très curieux d'avoir un avis extérieur de coach Yacine ou même de Nico sur le milieu de terrain de l'OM hier soir. Est-ce que moi, je fais une fixette ou est-ce que c'est vraiment une réalité? Hier, ils ont pris un bouillon et il y a peut-être des choses à changer à ce niveau-là. Alors, qui veut répondre avant qu'on passe au 4-3-3 de Galtier? Tout ça. Moi, je pense depuis la saison dernière, de toute façon, que Gerson, il est mal utilisé à l'OM et que pour moi, évidemment, qu'il doit être dans un des milieux, dans un des deux milieux parce qu'il a une qualité de passe, parce que voilà. Donc, moi aussi, je comprends pas. Après, c'est toujours pareil. Les coachs, ils ont. Nous, on voit le foot avec nos yeux extérieurs en se disant c'est les meilleurs, entre guillemets, etc. Après, les coachs, ils ont leur sensibilité, ils ont leur affect aussi parce que ça reste des humains. Et puis, ils ont aussi des choses qui vont à l'entraînement. Il y a parfois des comportements. Tu sais, des fois, tu te dis le mec, il est peut-être meilleur, mais son comportement, tant qu'il ne changera pas de comportement, il ne jouera pas. Donc, voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, mais
En termes de footballeur, pour moi, bien sûr que c'est au-dessus de Verreto et Rongier. Bon, passons au dispositif. Alors, je vois sur les réactions, notamment la part de Glouton PSG, qui dit que ce n'était pas un 4-3-3, mais un 4-4 de losange. Effectivement, c'était plus Verratti en pointe basse avec Neymar en pointe haute du losange et Messi et Mbappé devant, effectivement. Nico, Curabo, donc Galtier qui a changé son système par rapport à ce qu'il faisait depuis le début de saison, ce fameux 3-4-1-2, avec aussi peut-être lié à des absences comme Ramos qui était suspendu, Kimpembe et Nuno Mendes qui sont toujours blessés. Et donc, on avait hier une défense à 4 avec Hakimi, Marquinhos, Danilo, Bernat. Et donc, Danilo qui est titularisé, on en parlera tout à l'heure, c'est la mauvaise soirée de la nouvelle qui est sortie sur blessure en première période. Fabien Ruiz qui faisait son entrée dans le 11 en tout cas pour ce match avec Verratti et Vitinha, Mbappé, Messi, Neymar. Alors, on fera des focus tout à l'heure pour parler de Fabien Ruiz, on en parlera tout à l'heure précisément, mais déjà dans l'animation, il en a parlé en après-match, Christophe Galtier. Il avait choisi ce système pour avoir un meilleur équilibre au milieu et des meilleures sorties de balles pour toucher les trois devant dans des meilleures positions, Nicolas Puravo. Est-ce que c'est ce que tu as vu hier? Ouais, c'était intéressant. C'était intéressant parce que sur le système, en fait, il va y avoir deux choses. La première, c'est effectivement le positionnement et ensuite, il va y avoir la manière dont les joueurs se comportent sur le terrain. Sur le positionnement, cette défense à 4, elle est intéressante parce que qu'on le veuille ou non, ça sécurise quand même. Ça remet notamment Marquinhos dans une défense où il a plus de repères, il a moins de couverture à faire. Ça permet aussi sur le papier d'avoir, encore une fois, des lignes plus compactes. Le souci du losange, comme ça au milieu, moi, j'aime bien le 4-4-2 en losange de manière offensive. Par contre, quand tu n'as pas le ballon, je trouve que c'est un système qui peut vraiment fragiliser tes côtés si tu n'as pas au moins un des deux attaquants qui vient un peu donner un coup de main. Et hier, entre Mbappé et Messi, qui n'ont absolument pas fait un peu Mbappé, mais de manière très très sporadique, mais tu n'avais pas suffisamment de courses de la part des deux attaquants. Et donc, du coup, on a eu des côtés quand même assez fragilisés, notamment le côté de Bernat qui avait été clairement ciblé, je pense, par l'OM. Donc voilà, c'est un système qui a encore une fois qui a beaucoup d'avantages, je trouve, par rapport à l'effectif actuel du PSG. Et c'est aussi paradoxal, c'est qu'on se retrouve toujours avec le même débat sur nos pistons qui sont faits pour une défense à 3. On ne joue jamais avec eux, donc on avait dit dans le podcast la semaine dernière que si c'était effectivement pour s'entêter à jouer dans l'axe, autant passer à une défense à 4, parce qu'au moins tu allais renforcer ton milieu. Et puis hier, tu repasses à 4 et c'est quasiment la première fois de la saison où tu donnes autant de ballons à Hakimi. Donc, c'est à rien comprendre au niveau de leurs intentions de jeu. Écoute, c'était… là, de ce point de vue-là, c'est ce que je disais. Il y a la tactique d'un côté et puis il y a le comportement des joueurs, quoi. Et à mon avis, en tout cas, sur ce qu'on a vu hier, si ça va être confirmé avec toutes les blessures, donc on devrait voir cette défense à 4 pendant 3-4 matchs. Si Galtier trouve assez rapidement des bons réglages, que ça se met à tourner à peu près correctement, je ne serais pas étonné qu'on abandonne la défense à 3 pour un long moment. Yacine Ahmed, yes. Est-ce que tu es de même avis que Nico et par rapport au match d'hier et qu'au niveau des blessés, Christophe Galtier va réutiliser le système? Et je crois savoir que toi, tu as aimé en tout cas la performance de Marquinhos dans une défense à 4, lui qui est en difficulté depuis le début de saison, le capitaine par exemple. Ouais, alors déjà, Galtier en conf de presse, il dit que c'est pas l'absence de Ramos qui le fait passer à 4. Oui, bon, oui. Permettez-moi de un petit peu. Chacun jugera comme il veut. Il dit qu'il y pense depuis un moment. Bon, voilà. Et effectivement, je pense que c'était le bon moment avec l'absence de Ramos, avec le fait de vouloir densifier le milieu de terrain. Il y a eu en fait, il y a plein de petits éléments qui sont venus et c'était le bon moment. Il y a plein de choses en fait dans ce 4-3-3. Évidemment, je rejoins Nico. De toute façon, vous pouvez jouer en 3-4-3, et je l'ai dit la semaine dernière, en 3-4-3, en 5-3-2, en 4-4-2, tout ce que vous voulez. À partir du moment où les joueurs ont la bonne attitude ou n'ont pas la bonne attitude, de toute façon, le système, c'est un peu l'excuse facile. Ce n'est pas l'explication à tout. Maintenant, c'est clair que il y a eu, par exemple, sur le premier quart d'heure, c'est l'attitude des Parisiens qui fait la différence. Ce n'est pas le système. Ce n'est pas de dire on est en 4-3-3. Donc, c'est pour ça que le pressing parisien fonctionne sur l'OM le premier quart d'heure. Non, c'est juste parce qu'en fait, il y a un bloc équipe qui est compact, que tout le monde fait la même chose et que Paris défend en avançant. Donc, tu aurais pu faire la même chose en 3-4-3. Et c'est pour ça que je voulais parler de Marquinhos. Est-ce que Marquinhos, il a été meilleur hier parce que c'était une défense à 4 ou est-ce qu'il a été meilleur parce qu'il n'avait pas à gérer Ramos? Et en fait, c'est ça la question encore une fois. Et c'est pour ça que là, il y a plein de choses. Il y a le premier élément, c'est de dire, Galtier, maintenant, tu sais que tu peux avoir un autre système. Voilà, ça, c'est une première chose.
La deuxième chose, c'est que dans ce système-là, malgré tout, et chacun en fera ce qu'il veut, bah, tu as finalement, avec deux attaquants, permis à Mbappé d'évoluer dans une zone qu'il préfère et pas d'être la pointe devant Messi et Neymar. Voilà. Donc en fait, tu as réglé plein de petits trucs. Tu as fait plaisir à Mbappé. Peut-être que Marquinhos est mieux à 4. Tu as renforcé le milieu de terrain pour avoir de la construction. Voilà. Donc, il y a plein de points positifs. Effectivement, comme le dit Nico, le losange, c'est très spécial parce qu'il va falloir que les deux joueurs qui jouent autour de Verratti, puisque c'est lui en point de passe, soient capables très vite d'aller fermer sur les côtés. Parce que le losange, c'est spécial. Heureusement que Neymar fait beaucoup d'efforts parce qu'il est beaucoup venu se replacer dans ce milieu de terrain. Donc, ça va te permettre de gérer. Pareil, est-ce que oui, Verratti, il te permet de sortir les ballons. Il y a eu franchement, il y a eu des sorties de balles en première période. Elles étaient vraiment très bonnes sur une touche de balle avec Ruiz, Verratti, Vitinha, Neymar qui revenaient et qui sortaient. Franchement, maintenant, est-ce que, pareil, dans l'absolu, est-ce que penser à un Ruiz en 6 avec un Verratti plus haut parce qu'il a plus de volume de course, ça peut pas être mieux. Voilà, il y a plein d'ajustements qui vont être trouvés. Et puis la dernière chose, c'est l'utilisation des couloirs. Et je rappelle quand même que dans l'histoire du football, par exemple, le Brésil a souvent eu des latéraux très offensifs, etc. Et pourtant, le Brésil a pratiquement, sauf 2002 où il gagne la Coupe du Monde à 3, a pratiquement tout le temps joué à 4. En fait, ce n'est pas rédhibitoire, encore une fois, le système. C'est juste comment tu organises ta mise en place défensive quand tu perds le ballon. Si Hakimi décide d'attaquer, bah, Vitinha peut-être va couvrir. Est-ce que c'est Marquinhos et quelqu'un vient entre les deux centraux? Voilà, c'est une organisation à trouver. Et d'ailleurs, Galtier, pour terminer là-dessus, pareil, en conférence de presse, il a bien expliqué qu'il avait travaillé le système 2 fois à l'entraînement, les 2 derniers jours, que l'avant-dernier jour, il n'a pas été satisfait, que le dernier entraînement avant le match, il a été satisfait parce qu'en plus, il a eu un échange avec ses joueurs pour voir ce qu'il voulait, enfin, comment il le sentait, etc. Et il a dit aussi que maintenant, il allait avoir 5 jours, puisque le prochain match, c'est vendredi, pour bien peaufiner le système. Voilà. Ça veut dire que dans sa tête, bah, en plus, avec l'absence de Danilo plus Ramos la semaine prochaine, tu n'as pratiquement plus de défenseurs centraux. Maintenant, le prochain, c'est Bichabu. Salah et Bichabu, hein, le jeune défenseur qui joue avec les Titi et qui évolue en Youth League avec les jeunes du Paris Saint-Germain notamment, et en 19 évidemment. Voilà, donc je pense que c'est maintenant une vraie option. On voulait le voir. Et encore une fois, moi, je ne suis pas pour dire, comme on l'a réclamé l'année dernière, ouais, le 3-4-3, c'est la solution, le 4-3-3, c'est la... Non, il n'y a pas de solution. Je pense que ça dépendra de l'adversaire, des présents, de ce que tu veux faire, du contexte du match. En tout cas, il l'a mis en place, ça a fonctionné. Ça veut dire que tu as maintenant une vraie option supplémentaire pour animer ton équipe en début de match, mais aussi en cours de match. Si je peux me permettre d'intervenir là-dessus. Vas-y, Nico. Bah, au moins déjà ça vous fait un plan B parce que c'est vrai que depuis le début de la saison on avait l'impression qu'il n'y en avait pas vraiment. Maintenant, comme il l'a dit coach Yacine, il y a des choses à travailler, etc. Et il vaut mieux parce que l'OM s'est quand même procuré quelques opportunités. Je l'ai dit. T'as un petit problème de connexion, Nico. On t'entend un peu. Est-ce que tu m'entends, Nico? Nico, t'as une connexion un peu faible. On t'entend pas trop bien. Il va revenir. Ouais, tu vas revenir. Bon, il va revenir, notre ami Marseille. Ouais. Est-ce que tu nous entends bien, Nico? Ah, écoutez, c'est normal qu'on ait des petits soucis techniques. Hein. Ça serait pas par United si on n'avait pas des petits problèmes de connexion pour le premier live Twitch. On essaye en tout cas, on essaie de faire le maximum pour avoir une bonne connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ça y est, on t'entend. Voilà. Alors je vais reprendre. Moi, ce que j'ai trouvé sympa hier côté PSG, c'est que enfin vous avez peut-être trouvé un plan B. Et c'était pas forcément le cas depuis le début de la saison. On avait l'impression que malheureusement, si les événements ne tournaient pas en votre faveur, on l'a vu quelques fois, que ce soit en Ligue des Champions contre Benfica, etc., malheureusement, ça manquait d'idées. Donc il y a ce mérite-là à Galtier, je pense. Après, même si ça vient des événements, au moins il l'a fait.
au moins il a tenté, au moins il a vu que ça a marché. Maintenant, si je dois apporter un peu de nuance là-dedans, c'est que l'OM s'est procuré quand même quelques occasions. Alors, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit depuis le début du live. L'OM a manqué de tranchant, a manqué de précision dans le dernier et avant-dernier geste. Et face à une grosse équipe, face à une grosse cylindrée européenne, je pense que malheureusement, pour le PSG, ça pourrait coûter quelques buts quand même. Bon. Ça Hugo, excuse-moi Hugo. Vas-y Nico. Ce discours de face à une grosse écurie européenne, on l'a entendu toute la saison dernière. Et je me rappelle du match aller contre le Real Madrid, on a vu un PSG qui était complètement métamorphosé. Donc le PSG a cette fâcheuse habitude qui est parfois frustrante de se mettre assez souvent au niveau de l'adversaire et régulièrement d'ajuster son niveau par rapport à l'adversité. Je pense que ce qu'on a vu hier, c'était les bases d'un système assez intéressant parce que, comme le dit, alors, on l'appelle Coach Yacine visiblement. Donc, comme le dit Coach Yacine, j'aimerais qu'on m'appelle Coach Nico, moi dans le groupe maintenant d'ailleurs, j'ai des requêtes. Mais bref. Donc, comme le dit, non, il n'y a qu'un coach. Alors, comme pense l'adjoint Nico, moi je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avantages dans ce système. Tu as effectivement donc, une défense à 4 où tu as plus de repères pour certains. Tu as, comme le dit le Yacine, tu as Mbappé qui se retrouve avec quelqu'un à côté de lui, c'est plutôt sympa. Mais je pense quand même que. Et tu as Neymar aussi qui est replacé vraiment, pour le coup, un vrai meneur de jeu derrière les deux attaquants dans le cœur, c'est vraiment très intéressant. Et puis surtout, moi je trouve que le côté vraiment très positif de ce système, c'est que tu as ce milieu à 3 qui. Pour le coup, en plus, on le connaît au PSG. Hein. C'est un système qui a déjà fait ses preuves à Paris. Ça te donne une densité nouvelle, ça te donne une possibilité de pressing plus facile parce que justement, moi, je pense que les 10 premières minutes, elles sont a priori pour moi dues à ce système avec les 3 au milieu qui montent bien haut de manière compacte. Et donc, il y a bien le point positif. Après, il va engendrer aussi pas mal de soucis. Donc, il y a des ajustements à trouver. Puis après, il va aussi y avoir le problème de la structure de l'effectif du PSG. On a beaucoup de défenseurs centraux. Quand il va y avoir Marquinhos, Ramos, Kimpembe qui seront de retour, plus peut-être le fantôme de l'Inter qu'on nous promet depuis 6 mois, qui va peut-être débarquer aussi, bah, du coup, tu vas te retrouver avec un système où il va falloir faire des choix. Et peut-être qu'aussi, c'est ce qui avait un petit peu freiné en début de saison Galtier. Pas que le système avec les pistons en se disant j'ai des pistons pour jouer à 3. Mais quand tu as 3 défenseurs centraux qui ont une possible titularisation dans les pattes, il faut faire des choix. Et Galtier a gagné du temps avec ce système. Peut-être que maintenant, il va devoir en faire. Donc, mais oui, il y a pas que. Il y a quand même beaucoup d'avantages à ce système à 4, je trouve. Ouais. Après, petite nuance aussi sur la performance de votre milieu de terrain. C'est vrai qu'il n'y avait pas photo hier. Et moi, pour regarder les matchs de l'OM, je vous prie de me croire qu'en Ligue des Champions, vous allez avoir une autre adversité que Rongier, Verretou au milieu de terrain. Bah ouais, non, mais comme l'an dernier, quand on a affronté le Real Madrid, on avait promis au PSG de prendre le bouillon face au Real au match aller. À l'arrivée, le Real n'a pas existé. Tu vois, ils sont capables de sortir des matchs différents. Là, Ouais, bien sûr. il faut pas. Enfin, c'est évident que si tu concèdes 18 tirs contre City en Ligue des Champions, tu gagneras pas 1-0. Je suis d'accord avec toi. Mais le PSG contre les grosses équipes, c'est pas le même PSG à chaque fois, donc c'est à nuancer. C'est vrai. Après, Vitinha et Fabien Ruiz au milieu de terrain, ils n'ont pas forcément non plus de grandes références en Ligue des Champions. Donc, c'est vrai que je serais curieux de les voir contre un milieu, le milieu du Real Madrid cette saison, par exemple. Mais bon, on verra en tout cas si ça arrive de voir ce Paris Saint-Germain face au Real Madrid qui a gagné. Il y a plus de chances de voir PSG Real que Marseille Real de toute façon. Mathématiquement, ça va. Hein. 6 points, là, on est pas mal. Hein. Ah ouais, il y a encore 6 points pour nous, c'est énorme, hein, les gars. Vous vous rendez pas compte. Hein. Ah bah c'est sûr que c'est. Ah si, on s'en rend compte. Ah si, on s'en rend compte, t'inquiète. Mais bon, c'est sûr que si à chaque fois l'adversaire en face vous joue en infériorité numérique, c'est plus sympa, quoi. C'est plus simple. Non, je rigole. On l'a vu hier soir pour vous. Hein. Bah, on n'y peut rien si t'as un mec en face qui fait un tac de boucher. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, nous? On n'y peut rien, hein, mais on va en reparler. On en reparlera tout à l'heure. On va passer à vos focus, justement. Vous voulez parler d'un joueur en particulier et venir vers toi, Yacine. Toi, tu voulais parler d'Achraf Hakimi, dont on n'a pas trop parlé encore dans le podcast. Dans cette défense à 4, comment tu as trouvé son match hier? Lui qui est quand même beaucoup décrit depuis le début de saison par son apport, alors soit parce qu'il n'est pas servi, soit parce qu'il fait plus les appels parce qu'on ne veut pas on veut pas le trouver, ou alors peut-être que lui ne fait plus les efforts et reste plutôt se contente de rester derrière. Mais c'est vrai que là, ce système à 4,
En tout cas, on l'a moins vu en difficulté défensivement. Je ne sais pas si tu es d'accord. Ben oui, mais en fait, c'est encore une fois l'histoire du système. C'est pas que le système, il y a une question d'animation et des joueurs qui sont autour de toi, de ce que tu fais quand tu as le ballon et quand tu n'as pas le ballon. C'est trop facile de dire Hakimi, c'est un piston, c'est un joueur de 3-5-2. S'il n'est pas dans un 3-5-2, il est nul. Mais non, il joue quand même dans une équipe. Une équipe, c'est un collectif. Et c'est pour tout le monde pareil. Donc, hier, pourquoi il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce qui s'est passé, malgré que c'était une défense à 4. Alors déjà, défensivement, je l'ai trouvé plutôt correct. Il n'a pas été forcément mis en danger. Mais surtout, en fait, c'est que hier, et c'est pour ça que son match, il est mitigé malgré tout. Hier, il a été utilisé sur ses forces. Ça veut dire que quand il a pu prendre le couloir, il l'a pris. On l'a souvent trouvé lancé. Et j'ai répété 1000 fois dans les podcasts que c'est un joueur qui a besoin d'être lancé et pas d'être installé sur une possession déjà très haut et de jouer des 1 contre 1 parce que ce n'est pas son style de jeu. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique ouais, il est pro, il doit s'adapter à tout. À un moment donné, c'est toujours pareil. Quand Zidane au Real, il jouait meneur de jeu côté gauche, on n'essayait pas de le trouver dans la profondeur comme un ailier gauche. On lui donnait le ballon dans les pieds. Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi tout le temps pour dire qu'un joueur, il doit savoir tout faire. Et bien, Hakimi, c'est pareil. Hakimi, il a besoin d'être trouvé lancé. Et hier, le problème, c'est qu'il est trouvé lancé. C'est qu'il fait les bons appels. Par contre, il fait que des mauvais choix après, sur ses centres. Les centres en retrait ne sont pas les bons. La passe sur le 3 contre 1 juste avant le but, la passe, elle est horrible. En fait, d'ailleurs, il y a Yacine, je te redonne la parole, il y a dans les commentaires sur live Twitch, il y a beaucoup qui disent Hakimi pas top. Il y a une question d'envie aussi. Il y a une séquence où Hakimi, c'est Drax92 qui dit il y a une séquence où Hakimi fait une passe dégueulasse sur un contre. Ouais, il a repris ton mot dégueulasse en plus, c'est un bel hommage. Et c'est vrai qu'il y a certains choix qui n'ont pas été bons hier d'Hakimi. Ben oui. Et en fait, c'est ça qui est frustrant. Ça veut dire que les appels sont bons. Pour une fois, il a été trouvé, et notamment alors par Messi, par Fabian Ruiz. On a joué avec lui hier. Il a eu des situations. Par contre, sur 10 situations, il y a 9 fois où son choix ou son geste technique n'est pas le bon. Quand il fait le centre sur Mbappé en deuxième mi-temps, ce n'est pas du tout là qu'il fallait jouer. Parce que les Marseillais, au moment où Mbappé fait son temps d'arrêt pour prendre d'être en retrait et prendre le temps d'avance, les Marseillais le voient, donc ils viennent fermer tout de suite. C'était pas là qu'il fallait la mettre. Sur le 3 contre 1, ça passe, elle est horrible. Il y a un défenseur marseillais, il la met sur lui. Tu peux la mettre devant ou derrière, il l'a mis sur lui. Donc, c'est la justesse technique qui n'est pas bonne. Mais par contre, ça veut dire que quand il va retrouver un peu de confiance et qu'il va être plus juste dans ses choix, mais évidemment que c'est tout ce qu'il y a eu avant, c'est ce qu'il faut faire avec la justesse technique. Voilà. Et pourtant, hier, c'était dans une défense à 4. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question que de système, c'est une question d'animation, c'est une question de collectif, c'est une question de compensation aussi. C'est-à-dire que quand tu sais que tu peux y aller, même si tu es dans une défense à 4, quand tu peux y aller, je veux dire, pour ceux qui, encore une fois, on peut parler de l'histoire du foot, et je ne compare pas, encore une fois, quand je donne deux noms, ce n'est pas pour dire que c'est les mêmes joueurs. Mais Cafu, ça n'a jamais été le meilleur défenseur du monde. Et pourtant, il a toujours joué dans une défense à 4 et il a joué dans des équipes qui ont gagné des titres. Donc, on arrête de nous expliquer que le système, c'est la solution à tous les problèmes. Hier, c'est dans une défense à 4. Et moi, j'ai bien aimé le match d'Hakimi, sauf le dernier geste. Alors, on va me dire que c'est le plus important, mais j'ai trouvé plus intéressant que les 10 matchs précédents d'Hakimi, ça a été son meilleur. Voilà. Au moment où tu parles, Yacine, tu vois d'ailleurs une photo d'Hakimi. On vous rappelle, vous voyez ce bel habillage qu'on a depuis le début du live Twitch et du podcast, dont on vous rappelle qu'on utilise le logiciel Narrative. Alors, j'appelle Narrative avec un seul R. N-A-R-A-T-I-V-E, si vous voulez le télécharger, l'utiliser pour vous, vos lives, etc. sur Twitch, par exemple. Peut-être qu'il y a des streamers qui sont avec nous. N'hésitez pas parce que c'est très, très simple d'utilisation. Et vous pouvez vous confectionner ce bel habillage avec des beaux templates et des beaux fonds, comme on le fait avec le logo de Paris United que vous voulez en bas à droite, avec le score, etc. C'est vrai que ça fait une sacrée amélioration par rapport à nos lives Skype, hein, Nico et Yacine. D'ailleurs, juste, il y a un petit commentaire sur Marcelo, mais c'est tellement ça. Ça veut dire que Marcelo, il fait une carrière dans une défense à 4. Le mec, il sait surtout pas défendre. Il sait tout faire sauf défendre. Et le mec, il fait 15 ans au Real et il gagne 4 Ligues des Champions, etc. Ouais. Donc, voilà. On peut parler d'un joueur un peu plus, on va dire, récent, Alexander Arnold, qui a beaucoup de difficultés défensives et qui s'éclate offensivement. Ah oui. Bon, là, il a un début de saison compliqué, Alexander Arnold. Il était d'ailleurs sur le banc hier face à Manchester City. C'était James Milner qui était
à sa place avec le brassard de capitaine. Donc c'est dire aussi Liverpool Klopp redoutait un peu l'armada offensive de City et il était remplaçant hier Alexander Arnold. On continue avec vos focus. On passe au focus de Nicolas Puravo. Toi, c'est par rapport aussi à ce dispositif et à l'intégration d'un troisième milieu, c'est Fabian Ruiz que tu voulais relever, mon cher Nico. Le gagnant de ce système, hein, finalement, parce qu'il a donc été titulaire. On sent qu'il monte en puissance et il a été très bon, notamment en deuxième période, pour colmater les brèches et relancer rapidement. Ouais, j'ai trouvé un match intéressant, franchement. Un peu timide en première mi-temps, mais tu sens en deuxième mi-temps que quand il prend des initiatives, qu'il est un peu plus libéré, il peut te faire du bien, ce joueur. On connaissait techniquement, voilà, c'est un très bon joueur. J'ai aimé cette manière de ressortir le ballon proprement, vite, de se projeter, d'être à l'origine également de pas mal de choses. Il a pris des initiatives et ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment un match intéressant. Surtout, ça confirme qu'il est meilleur. Alors, Yacine a dit le contraire tout à l'heure, mais là, justement, je ne suis pas sûr que tu gagnerais à mettre Fabian Ruiz devant la défense. Voilà, je trouve qu'il est bien meilleur dans un rôle un tout petit peu au-dessus, même si, oui, il a moins de volume qu'un Verratti au niveau des pressings. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était de loin son meilleur match, de très très loin. Bon, après, il n'y en a pas non plus, il n'y en a pas disputé 20 non plus. Donc, voilà, il y a une montée en puissance qui correspond à ce changement de système et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, c'est un joueur que j'ai trouvé vraiment intéressant hier et hâte de le revoir dans ce système et dans ce rôle. Avant que je passe au focus de Nicolas Cuoco, Yacine, tu voulais dire un petit mot peut-être sur Fabian Ruiz qu'on voit à Oui, l'écran. oui. Parce que en fait, évidemment que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le système, c'est pas l'explication à tout. Mais évidemment que s'il y a des systèmes qui existent, c'est qu'il y a quand même une raison. Et je vais pas dire, ouais, on l'avait dit. Mais ceux qui ont suivi le podcast d'avant l'arrivée qu'on avait fait sur Fabian Ruiz, tout ce qu'on a dit depuis le début, sur sa formation, sur le football espagnol, sur quand il est sélectionné chez les jeunes notamment, sur son passage à Naples. Ah, désolé, mais si Campos découvre, ou Galtier, si Campos et Galtier découvrent que c'est un joueur de milieu à 3, bon, c'est quand même inquiétant. Voilà, Fabian Ruiz, il n'a pas le volume pour jouer à 2. Il n'a pas le passé, le parcours pour jouer à 2. Ou alors, je parle à 2, quand je dis à 2, ne me dites pas contre Reims ou quoi, où Paris a 80% de possession de balle, tu vois. Je parle dans les matchs où il va y avoir de l'intensité, des courses à faire. Par contre, oui, c'est un joueur de milieu à 3 parce que c'est sa formation en Espagne, parce que c'est sa formation en sélection espagnole. Rappelez-vous, c'est la génération Ceballos. Et parce qu'à Naples aussi, il a beaucoup joué comme ça. Voilà. Et donc là, il se retrouve dans un poste et un rôle qu'il a déjà occupé, qu'il connaît, avec en plus, à côté de lui, 2 joueurs de ballon. Bah, tout de suite, ça va mieux. Mais c'est logique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le système et il y a aussi qui t'accompagne. Je ne suis pas persuadé que si tu lui avais mis Herrera et Gay hier, tu aurais vu le même Fabian Ruiz. Alors, ne rappelle pas des vieux démons. Mais non, mais voilà. Donc, je veux dire, on ne découvre pas que c'est un joueur de milieu à 3. Maintenant, pareil. Maintenant que tu sais que vraiment, il est plus à l'aise dans un milieu à 3, comment tu fais pour repasser à un milieu à 2? C'est-à-dire que tu te passes de Fabian Ruiz, qu'est-ce que tu fais avec Ramos? Là, il va y avoir des questions qui vont se poser aussi à Galtier. Et c'est là que ça va être intéressant de sa réponse tactique à Christophe Galtier quand il aura aussi le retour des joueurs, notamment Ramos qui va revenir de suspension. Nicolas Cuoco, mon ami marseillais, qui va nous donner son focus. Chancel Mbemba, qui a été très très bon, le défenseur international congolais, qui a muselé Mbappé dans son 1 contre 1 avec lui. Tout à fait. Alors pour moi, Chancel Mbemba, c'est tout simplement la meilleure recrue de l'intersaison. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup des recrues. Je trouve qu'il a toutes les qualités du défenseur moderne, avec des gros guillemets, c'est une expression un peu à la mode. Mais en tout cas, je trouve que lui, il représente assez bien, du moins il a défini bien, assez bien cette définition. Il a des qualités athlétiques assez importantes. Il est capable de gérer la profondeur. Dans une défense à 3, on sait que c'est très important, donc il va très très vite. Défensivement, vous l'avez vu hier avec Mbappé, dans les duels, il est très très fort, en 1 contre 1 notamment. C'est pour ça que d'ailleurs Tudor peut se permettre de gérer l'aspect défensif en individuel, parce qu'il peut compter sur Bailly, il peut compter aussi sur Mbemba. Et donc voilà, hier vous avez vu un peu sa palette face à Mbappé, mais face à Kane, il a déjà fait. Face à Son, il a déjà fait. Bon, malheureusement, il concède un carton rouge
Et ça explique pour moi aussi une partie aussi de la défaite face à Francfort, parce qu'il était absent. Offensivement, il est capable de se projeter, il est capable d'adresser des bons centres, il est capable aussi de frapper dans des situations assez improbables comme on l'a vu hier. Et puis, au-delà du terrain, il a de l'expérience. Il a fait 130 matchs avec Porto, dont une vingtaine en C1. Il a une bonne attitude, il est très humble et il a de l'expérience. Donc pour moi, ça c'est important parce que quand l'OM à chaque fois se ridiculise en Ligue des Champions et qu'on arrive un peu la queue entre les jambes avec des joueurs qui n'ont pas d'expérience, et ben lui vraiment, il répond à tout ça. Donc il peut avoir 28 ans, il peut avoir 32 ans, il peut avoir 45 ans, je m'en fous. Je le trouve vraiment très très bon et il fait beaucoup de bien à l'OM depuis le début de la saison. Et je vois dans les commentaires sur live Twitch le commentaire de Muad D qui en parlait, je voulais en parler aussi. Son interview, après, vous avez vu, je sais pas, au micro d'Amazon avec donc sur Prime Video avec Thibault Leroy et Thierry Henry, où il était très frais. Il avait l'air, enfin, dans ses réponses, je reprends le commentaire de Muad D, son ITV bord terrain après le match était sympa. Le mec a l'air humble et sage. Henry lui dit qu'il a fait un bon match et le félicite. Et lui, il répond en somme, merci, mais bon, on a perdu, je peux pas être content. Et on voyait qu'il y avait un peu savoir perdu parce que pour lui, il était pas content à performance. Alors que lui, il a fait un bon match, quoi. Donc, c'est bien parce que la semaine dernière, l'OM avait perdu contre Ajaccio et il y a un joueur qui a marqué son 100e but en Ligue 1 et lui, il était ravi pour le coup. Voilà, on avait perdu contre Ajaccio, mais il était content. Il avait son petit trophée. Non, quand je dis la bonne attitude, ça, c'est l'exemple. C'est son premier, vas-y, il faut comprendre. Ah ouais. De quoi? C'était son premier trophée dans sa carrière. C'est pas beau, c'est pas bon, beau. Pour ceux qui comprennent pas, on parle de Dimitri Payet. Hein. Ouais, voilà, pardon. Et pour le coup, ça représente assez bien son attitude. Moi, je l'adore. Il est sur le terrain, c'est un guerrier. Tu le vois, il sourit. Je sais pas, moi, j'adore ce genre de joueur en fait. Donc voilà, je voulais mettre en avant le match de Mbemba et puis surtout son début de saison qui est pour moi très très bon. Effectivement. Est-ce que Nico ou Yacine, vous vouliez ajouter un mot sur Mbemba qui a été très impressionnant, celui qui est arrivé de Porto donc cet été sur la Canebière? Mais moi j'aime bien quand les gens vont croire que j'aime pas Mbappé, c'est ça le problème. Moi j'aime bien quand Mbappé il est pris comme ça parce que le joueur est aussi rapide et puissant que lui pratiquement. Parce qu'en fait, c'est ça qui va le faire évoluer. C'est-à-dire que quand vous passez 10 fois sur 9 fois sur 10 tentatives, quand vous accélérez, etc., ça ne vous donne pas l'occasion ou la réflexion de changer. Ce qui va te donner la réflexion de changer, c'est de te dire, ah d'accord, ok. Donc là, quand je tombe sur un mec comme ça, en fait, je ne peux pas. Donc mais c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Parce que, je veux dire, allez voir des matchs U13 ou U15 autour de chez vous, vous allez en voir des mecs qui poussent le ballon et qui passent en vitesse. Mais ceux-là, vous ne les retrouvez jamais après. Donc, c'est intéressant de voir comment Mbappé est capable. Alors, hier, on l'a vu, il a quand même insisté. Comment tu es capable après d'évoluer dans ton jeu par rapport à ce type d'adversaire. Mais quelque part, il a répondu parce que sur le but, il ne cherche pas le duel. Hein. Il la donne à sur Neymar. Le but, ouais. Mais sur la deuxième mi-temps, il a encore 2-3 fois où il va le chercher dans le duel en 1 contre 1, alors que ce n'était pas forcément le bon choix. Quoi. Mais j'ai trouvé que sur 2-3 séquences, je pense qu'il avait compris qu'il avait un sérieux client face à lui. Et le but, il vient de là. Hein. Il ne cherche pas le duel et il la donne directement à Neymar pour le coup. Moi, j'ai beaucoup aimé la prise d'initiative, le dépassement de fonction d'Mbemba sur certaines actions offensives. La virgule qu'il fait sur Bernat où il envoie une minace, faut que Donnarumma l'enlève de la main gauche. J'ai beaucoup aimé. En tout cas, il n'a pas eu peur et il a été quand il voyait justement que ça marchait pas trop offensivement, il n'a pas hésité à donner un coup de main et à venir dans la surface pour. Puis à l'aise, il est techniquement parce que là, tu as cette action en tête. Mais moi, depuis le début de la saison, je l'ai déjà vu 2-3 fois dans le couloir droit à venir en soutien de Klose. Et techniquement, il est à l'aise dans des petits espaces, etc. Et puis, il a une bonne qualité de centre aussi. 2-3 fois, ça lui est arrivé d'envoyer des bons centres dans la surface. Et voilà, donc super recrue pour moi. Je vois un commentaire dans le live Twitch IronStick94 qui dit Hugo parle des fautes et des pénaux oubliés, s'il te plaît. On va en parler de l'arbitrage. On va faire une partie Mbappé. Je laisse Yacine parler, mais on fait une partie Mbappé et ensuite on passe à l'arbitrage. Juste faire un petit mot sur Vitinha, parce qu'on m'a posé la question du rôle de Vitinha. Et en fait, Vitinha, et c'est intéressant parce que ça rejoint un peu l'interview de Verratti en fin de rencontre avec Thierry Henry.
En fait, Vitinha, son rôle, il est très simple. Il est là pour aider Verratti, Fabien Ruiz, voilà, à sortir les ballons, mais il est surtout là en fait pour équilibrer l'équipe. C'est-à-dire que lui, il est là pour s'adapter au déplacement des autres. C'est vraiment le genre de collectif par excellence. C'est-à-dire que si Neymar décroche, bah, c'est lui qui va là-haut. Si à un moment donné, ça joue à l'intérieur, il peut demander dans la profondeur. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Vitinha, tactiquement, et dans l'intelligence et dans l'adaptation aux autres, franchement, il est très bon. Mais par contre, je trouve qu'il encore une fois, on va revenir à cette fameuse action de Montpellier. Alors, c'était Montpellier, Nico, l'histoire de Mbappé, parce qu'on nous a repris la semaine dernière, on ne savait plus quel match. C'était le fameux PSG Montpellier. Je trouve qu'il manque un peu de prise d'initiative. Hier, il a deux situations où il peut peut-être tenter la frappe et il cherche la passe. Et parfois, je trouve qu'il cherche trop à jouer avec Mbappé, Neymar, Messi, comme si c'était une obligation. Je pense qu'il faut qu'il passe ce cap parce qu'en plus, c'est pas comme s'il était en difficulté techniquement, il est plutôt à l'aise. Voilà, c'est bien, super, t'es un super mec de collectif, mais à un moment donné, il y a besoin aussi parfois de passer ce cap, de dire j'ai le droit de prendre des initiatives et de faire d'autres choix. Voilà, je pense que c'est vraiment là qu'il peut apporter plus. Mais dans son rôle, on voit bien ce qu'a dit Verratti hier. Il y a des gens qui aiment bien les milieux avec des stats et tout, mais il y a aussi des joueurs qui ont besoin de se sacrifier, d'être là pour le collectif, d'équilibrer l'équipe. Et je pense que Vitinha, c'est exactement ça. Il le faisait très bien à 2 et il le fait bien à 3. Je vois les commentaires, les différents commentaires, réactions, notamment Ed25, t'as capté. En début de saison, il frappait justement Vitinha, mais à mon avis, Melon Man a dû le rendre ouf dans les vestiaires ou à l'entraînement. Et il y a Drex92 qui dit ce Verratti, il ne veut pas tirer. Bon, on espère que c'était juste pour le match d'hier, parce que Vitinha, on a vu que quand il voulait prendre sa chance ou quand il a été, enfin, en tout cas en début de saison, depuis qu'il est arrivé, il s'est imposé. Et parfois, quand il peut tirer, il tire l'ami Vitinha. Lui qui s'intègre très très bien dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Avant de parler d'arbitrage, passons à Kylian Mbappé, parce que c'était ma transition entre le focus, le top de Nicolas Kyoko, Chancel Mbemba, dans son duel avec Kylian Mbappé. On va parler de sportif tout d'abord, avant de parler de ses déclarations d'après-match. Mais son match, Nicolas Puravo, il a délivré sa première passe décisive cette saison quand même, parce qu'on lui reprochait, il a corrigé ça hier au moins, première passe décisive de la saison pour Neymar. D'ailleurs, moi c'était un peu mon focus, mon top. Neymar hier, je ne l'ai pas dit, mais bon, je le dis rapidement. Il a quand même égalisé, enfin, il est co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Jonathan David à 9 buts. Il était quand même sur 2-3 performances pas terribles. Et hier, moi, je l'ai trouvé très très bon entre les lignes. Il a joué simple. Quand il fallait la donner en 2 touches, il l'a donné en 2 touches. Il a souvent trouvé Mbappé en profondeur. Enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas un très bon Neymar. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Neymar, j'ai trouvé, il n'a pas fait de gris-gris. Il n'a pas essayé de, s'est pas, on va dire, il n'a pas essayé de se mettre dans l'agressivité classique des fois quand il est en confrontation avec certains joueurs. Hier, il a été plutôt simple et évidemment, il y a le tacle de Samuel Gigot sur lui, rien à dire, ça vaut rouge. Mais je l'ai trouvé très bon Neymar hier en tout cas. Kylian Mbappé, donc Nico Puravo, qui délivre sa première passe décisive. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été il avait joué plutôt simple, c'était pas trop compliqué la tâche. Alors, il a eu la vie dure, on vient d'en parler avec Mbemba, mais j'ai trouvé que c'était du bon Mbappé hier. C'était du. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'était du Mbappé intéressant, en tout cas dans le bon état d'esprit. Voilà, si on prend son match à Reims comme référence, c'était du très bon Mbappé, c'est sûr. Par rapport à ce qu'il est capable de faire, c'était encore un petit peu en deçà, je pense. Mais écoute, ouais, il a joué simple, il a globalement respecté le jeu. Je sais que ça, c'est un truc qui plaît à Yacine. Et puis, il y a 2-3 bonnes occasions. Voilà, il y a un énorme arrêt de Lopez sur une des occasions. Après, il y a une frappe au-dessus. Il y a une reprise en deuxième mi-temps sur le centre de Hakimi qui n'est pas bien ajusté. Mais voilà, il y a quelques situations intéressantes. Après, c'est vrai qu'il a fait moins de différence que d'habitude parce qu'il est bien pris hier. Mais il fait un bon match. Il fait un bon match. Puis j'ai trouvé aussi intéressant sur quelques séquences quand Marseille essayait d'empêcher la relance et que Donnarumma allongeait. Moi, j'ai trouvé qu'il allait un peu plus au duel, qu'il acceptait un peu plus de remplir ce fameux rôle de pivot. Alors, il ne l'a pas fait souvent, mais quand il a eu à le faire, il l'a fait de manière assez intelligente, comme quoi il est capable. Et non, bah, écoute, c'était un bon match. Allez, on va dire que c'était un bon match. Qui veut réagir sur Mbappé? Yacine, Nico? Ouais, c'était mieux que les derniers matchs, mais je pense que là, par contre, l'histoire de jouer à 2 attaquants, ça lui a permis de rester dans sa zone préférentielle, sans être obligé de rester dans l'axe, en pouvant aller côté gauche, surtout qu'en plus, avec Bernat,
qui proposait pas forcément très haut, etc. Il avait pratiquement l'axe gauche pour pouvoir jouer tranquillement. Donc, c'était plutôt un bon match. Après, je trouve qu'il y a quand même du déchet, il y a des mauvais choix. Il y a aussi, et là aussi, c'est là qu'on voit qu'Mbappé, il est pas terminé, en fait. Il ne sait pas jouer avec son corps. Il y a des situations où, en première période notamment, alors, pour ceux qui ont connu le fameux Pippo Inzaghi, qui faisait 1m70 et 42 kg, mais qui arrivait à faire le tour de Yapstam, en fait, c'est ça le truc de jouer avec son corps. Et en fait, Mbappé, il ne sait pas faire ça. Et c'est vrai que quand Marseille avait décidé de presser haut et que Paris, c'était prévu, hein, on l'a vu que c'était prévu de toute façon, et Galtier l'a dit, mais de mettre 4 joueurs comme ça là-haut avec Fabien Ruiz, c'est lui qui venait avec les 3 de devant sur cette ligne-là de 4 pour faire allonger Donnarumma et sauter ce no man's land au milieu. En fait, il a une façon de garder le ballon où tu vois bien qu'on ne lui a jamais appris à se servir de son corps parce que, comme c'est un joueur puissant et rapide, on l'a toujours laissé dans cette facilité d'être face au jeu. Et en gros, vas-y, cours et percute, et percute, et percute. Et il y a eu, sans mentir, 3 ou 4 situations sur le match, sur cette relance-là, où s'il sait se servir de son corps, est-ce qu'on se rend compte quand même que Marseille a défendu à 4 contre 4 sur ces situations-là? C'est-à-dire que le mec, il a juste à servir de son corps, il élimine, tu te retrouves en supériorité à attaquer à 4 contre 3. Tu vois? Et en fait, il ne sait pas le faire. Et c'est là aussi où il doit progresser. Parce que des situations comme ça, il y a certaines équipes, même Guardiola est capable de te le faire. Hein. De venir chercher très haut comme ça et de te laisser à 4 contre 4 derrière, ça ne le dérange pas. Donc, si tu sais te servir de ton corps, c'est une étape supplémentaire. Et c'est là, tu vois qu'il n'est pas terminé dans sa formation. Nico Kyoko, est-ce que tu veux rajouter un petit truc? Est-ce que tu es d'accord avec ce que disent Nicolas Puravo et Yacine? Ouais, je suis d'accord. Et pour rejoindre particulièrement Nico, parce que ce que j'ai apprécié de Mbappé, c'est que il a pu montrer qu'il avait du moins envie de jouer un peu en pivot et de jouer pour les autres, de respecter le jeu. Et on l'a vu sur les 2-3 situations où Messi bute sur Paul Lopez. On voit clairement que Mbappé, pardon, et il est dans le coup. Donc voilà, moi j'ai trouvé cette partie-là intéressante de Mbappé. Et je rejoins Yacine aussi sur le fait que Mbappé, il a encore des progrès à faire, et notamment sur comment se défaire correctement des défenseurs qui vont le marquer à la culotte. Et pour le coup, voilà, c'est un joueur pas fini, tout simplement. Et puis même, tu sais, sur le but, c'est intéressant ce qu'il fait, je trouve, parce que il contrôle avec la tête levée, tout de suite, il a l'envie de jouer au milieu. Enfin, tu vois, il y a la prise d'information immédiate, il n'est pas du tout dans l'action individuelle, alors qu'il est quand même, il est dans la surface au moment où il contrôle son ballon. Donc, tu vois, ça c'est pareil, c'est une attitude qui est quand même un peu plus agréable que le Mbappé qui a la tête baissée, qui fait la tronche et qui part systématiquement en dribble tout le temps. Et si, en fait, cette semaine-là que vous avez passée, qui est quand même dans les arcanes du football, hein, on va pas se mentir, et si, en fait, c'était un mal pour un bien, est-ce que, je sais pas, moi, il y a eu peut-être un retour d'humilité de la part de Mbappé, parce que c'est vrai que dans son attitude hier, et je pense que le fait que ce soit sa première passe décisive de la saison, c'est pas anodin. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on a vu un autre Mbappé avec une autre mentalité hier. Alors, juste je fais un petit topo. Je vois les réactions sur le live tweet. Oui, il y en a beaucoup qui me questionnent et qui veulent que je vous pose la question sur la petite scène d'avant-match, au moment où il y a l'échange des fanions entre les deux capitaines, Valentin Rongier et Marquinhos, où Valentin Rongier snob Marquinhos au moment de lui serrer la main. Mais alors, je ne sais pas si vous l'avez vu cette scène. Je pense que vous l'avez tous vu. Il y en a qui disent que c'est honteux. Oui, évidemment, je trouve ça pas très très classe, voire même pas du tout. Mais comme je vois que Marquinhos, il a le fanion de l'OM et que Varangé, il a le fanion du PSG déjà dans la main, ça veut dire qu'ils se sont déjà échangés, ils se sont déjà serrés la main. Est-ce que vous êtes... franchement, Valentin Rongier, sur le terrain, moi je suis pas fan. Mais je parlais tout à l'heure de l'état d'esprit de Chancel Mbemba. D'un point de vue état d'esprit, Rongier, ça reste quand même pour moi un très très bon élément dans un groupe qui est exemplaire, je pense, dans le travail. Il a été capitaine à Nantes très très jeune. Donc pour le coup, je pense pas que ce soit volontaire. En tout cas, si ça l'est, c'est pas classe du tout, ça c'est certain. Mais je pense pas que ce soit volontaire. Yacine, Nico? Ouais, je regardais les stats de Rongier, là, il a un dribble réussi. Je crois que c'est celui-là, du coup. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. À vérifier, mais il me semble.
Et s'il a 0 passe de l'avant, on peut dire que du coup, le fait qu'il ne serre pas la main, ça compte aussi, ça compte dans les stats. Non, mais écoute, franchement, je ne sais pas. En fait, je vais être clair. Voilà. Comme on ne sait pas trop, parce que comme tu dis, il y a Oui, on déjà sait les pas. fanions et tout. Si c'est volontaire, c'est vraiment débile. S'ils sont déjà serrés la main, il y a rien à dire. Et puis s'il a oublié, il a oublié. Et puis c'est tout, franchement. Non, mais voilà, je voulais vous le dire parce qu'évidemment, Écoute, l'intérêt de ce live Twitch, c'est de pouvoir aussi interagir avec vous, ceux qui nous suivez. Donc, comme vous posiez la question, c'est pour ça que je voulais vous la relayer à l'antenne. Quand tu as vécu les PSG-OM de 90, crois-moi que j'ai même pas fait attention au départ. C'est-à-dire, si je ne l'avais pas vu, je ne sais même pas si j'aurais fait attention. Bon, voilà. Quand tu as vécu les tags de Dimeco, crois-moi que le serrage de main de Rongier. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, Yacine, mais Ginola, il a attendu la fin du match pour entrer saluer les supporters. Ouais. Je me demande s'il n'avait pas peur de croiser un Moser, un Boli ou un Dimeco. Il s'est dit, on ne sait jamais, je vais rester en tribune jusqu'au bout, on verra après, quoi. Pour parler justement de terminer sur Mbappé avant de passer à l'arbitrage, il y a eu des déclarations d'après-match. Et Nico, tu parlais du fait que c'était pas anodin qu'il ait fait sa première passe décisive. Il a parlé de son positionnement. Alors, rapidement dessus, parce que je voudrais passer à ce qu'il a dit après sur son avenir. Il a parlé de son positionnement, d'évolution du système hier en 4-3-3. Il est venu en zone mixte en après-match. Et donc, Kylian Mbappé a répondu, parce que c'était aussi une des questions qui en tout cas était sur son avenir et sur le fait qu'il n'était pas content de son positionnement. Kylian Mbappé répond: il faut s'adapter, le coach a décidé de jouer comme ça. Hier, il nous a expliqué, on a travaillé la semaine, on joue comme ça, on a gagné. Comme dans le foot, ce sont les résultats qui te disent si tu as raison ou pas. Et bien aujourd'hui, on avait raison de changer de système. Comme dans l'autre système, j'ai respecté les consignes de l'entraîneur, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé, comme je pense l'ensemble des joueurs. À l'arrivée, on réussit à gagner ce match, on est très content. Yacine. Écoute, est-ce que c'est. je vais être méchant, je préviens d'avance, comme ça, c'est préparé. Est-ce que il a fait ce que le coach lui a demandé ou est-ce que le coach lui a demandé ce que lui, il avait envie de faire? Voilà, après, quand tu as répondu à cette question, en fait, tu as le reste de la réponse. Voilà, c'est tout. Si tu veux que je te dise, moi, il a joué axe gauche, il a joué avec 2 attaquants. Enfin, voilà, mais je sais, franchement, je sais pas. Et honnêtement, tu vois, la partie communication là, sur Mbappé, elle me saoule un peu parce qu'en fait, on va débattre de trucs où en fait, on connaît pas. On a certaines infos, mais il y a des choses. Est-ce que Mbappé il allait venir aujourd'hui, comme Campos la semaine dernière, est-ce qu'il allait venir et dire oui, oui, donc je vous confirme, Mbappé il est venu me voir, il a tapé ce matin dans mon bureau, il a dit quoi qu'il arrive, tu te débrouilles, le 1er janvier, je suis parti. Est-ce qu'il allait dire ça, Campos? Et est-ce que Mbappé aujourd'hui, il allait venir en disant bon, bah en fait, voilà, c'est vrai, on a demandé à partir en janvier, donc c'est bien nous qui l'avons fait. Voilà, et comme ça, vous savez que nous, on est franc, on a demandé à quitter le club parce qu'on est scandalisé par les non-promesses, les promesses non tenues, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter 2 minutes. Il est venu parce que fallait le faire. Franchement, j'ai presque envie de. Les déclarations, franchement, j'en ai plus rien à faire. Ça m'intéresse même plus, en fait. C'est tellement de la com. C'est quoi, qui courent sur le terrain, qui fassent leur match tous. Le reste, j'ai envie de dire, ça m'intéresse. Moi, je fais mon travail journalistique, Yacine. Non, mais je te dis pas, c'est pas envers toi, Hugo. Je sais bien, je sais bien. Et tu as parlé en plus de la deuxième partie de son propos, justement. C'est sur ça que je voulais vous lancer en priorité. Nico Puravo, où il a parlé justement donc, des rumeurs de départ qui a eu lieu toute la semaine, qui voulait partir dès janvier, qui n'était pas content des promesses des dirigeants. Et donc, il est venu en zone mixte histoire de faire taire un peu les rumeurs et d'apaiser un peu la situation. Donc, je vous lis sa déclaration et vous me dites ce que vous en pensez ensuite. Même si Yacine, ça le fait chier. Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info est sortie le jour du match contre Benfica. Je n'ai pas compris. Je ne suis pas impliqué ni de près ni de loin dans cette info. J'ai été tout aussi choqué que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué, mais je ne suis pas impliqué. J'étais à la sieste. Mon entourage était au match de mon petit frère qui jouait en Youth League, Ethan. Toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là, donc on est tombé des nues quand on l'a appris. Après, il faut faire avec. Il avait un match à jouer. Juste pour dire que c'est complètement faux, que je suis très content ici. Ouais. Tu veux que je te dise quoi, Hugo? Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est de la com? Est-ce qu'il le pense vraiment? J'en sais rien. Moi, je vous pose la question. Après, vous me dites ce que vous en voulez. Écoute, Mbappé, depuis qu'on le connaît, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est calculé. Donc, on peut interpréter ça comme de la com, effectivement. Après, sur le timing, je trouve qu'il est plutôt bon parce que le jour de Benfica,
Bah écoute, c'est sorti, ça a été un peu le bazar. Nier qu'il y a des problèmes autour de Mbappé au PSG, je pense que ce serait très naïf. Évidemment qu'il y a des soucis. Maintenant, est-ce que Mbappé veut partir en janvier? Moi, je ne pense pas. Est-ce que le clan Mbappé fait fuiter ce qu'il veut et donne à manger à la presse pour jouer avec? Oui, assurément. Voilà, écoute, au moins il a eu le mérite de donner sa version. On la croit, on la croit pas. J'ai envie de dire, voilà, on va passer à autre chose. Et le fantasme d'avoir un Mbappé qui quitterait le PSG au mois de janvier, et je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, vous pouvez tous le mettre au placard. Ça n'arrivera évidemment pas. Si Mbappé doit être vendu, il le sera l'été prochain, mais certainement pas au mercato d'hiver. Nicolas Cuoco, toi, quel est ton regard? Ça m'intéresse d'avoir ton avis du point de vue du contexte marseillais, enfin en tout cas de suiveur du club de l'OM, d'avoir un regard extérieur justement sur tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est dit en tout cas peut-être en off, et ce qu'on a sorti dans les médias sur l'affaire qui concerne Kylian Mbappé. Et même sur les affaires en gros du PSG qui sortent depuis la semaine dernière. Bah, tout ça, c'est assez dingue parce qu'en fait, le club du PSG s'est retrouvé en crise avec 0 défaite dans la saison. Donc, c'est tout simplement extraordinaire. Maintenant, sur les histoires du fait que le PSG aurait payé une armée numérique pour discréditer certains joueurs dont Mbappé, bah, c'est quand même déplorable. Surtout qu'il y a des joueurs, il y a des gens qui font ça gratuitement en plus, comme l'a dit Mbappé, donc j'ai trouvé ça assez drôle. Mais maintenant, si Mbappé a une possibilité de partir en janvier, mais je n'y crois pas un seul instant, bien évidemment. Parce que qui en janvier va recruter Mbappé? Ou est-ce qu'il va pouvoir jouer dans un club de Ligue des Champions, etc. Pour moi, ça n'a aucun sens. En revanche, bah, en fait, vous mettez la poussière sous le tapis parce que l'été prochain, il va y avoir ce nouveau feuilleton qui va arriver. Et quand on sait que ce feuilleton-là, il a quand même engendré beaucoup d'énergie, une grosse perte de temps, ça a créé des tensions dans le vestiaire. Et je pense que cette prolongation-là de Mbappé, elle a toujours. Elle emmène encore des problèmes aujourd'hui dans le vestiaire au sein du PSG. Bah voilà, tu te dis en fait, c'est un éternel recommencement cette histoire-là. Donc je ne sais pas comment ça va se finir, mais d'un point de vue extérieur, bah, franchement, nous, on se régale. Hein. Franchement, bravo. Nous, à Marseille, on a plus belle la vie. À Paris, je ne sais pas ce que vous avez, mais franchement, c'est une bonne sitcom aussi. Hein. Bah, en plus, c'est fini, plus belle la vie. Hein. C'est la dernière saison, donc vous n'aurez plus rien après vous. Hein. Oh, t'inquiète, on va se débrouiller pour trouver autre chose. Hein. T'inquiète pas. En tout cas, j'ai préféré par exemple l'interview de Verratti avec Thierry Henry. Ah bah c'est sûr ça parlait football. Ça parlait football, c'est sûr. Non mais c'est bien sûr. Ça parlait football, mais surtout, tu as un mec qui répond honnêtement. Moi, tout le monde sait que moi je suis fan de Verratti, donc on va pas, c'est pas un scoop. Mais en dehors de son jeu, sa façon de répondre, elle est tellement naturelle. Franchement, voilà, moi c'est ça mon football. Tu vois, le mec il te parle des autres, il te parle de coéquipiers, il te parle de... Enfin voilà quoi, c'est tellement un autre football que je comprends. Enfin voilà. Mais en tout cas, je préférais celle-là. Quoi. Non, mais c'est vrai que de toute façon, la qualité des interviews d'après-match, ça parle foot. Et Marco Verratti, voilà, l'échange avec Thierry Henry était sur le terrain, sur le football. Donc c'était assez intéressant, évidemment, sur son positionnement et le changement de système hier pour le match. Allez, passons à la dernière partie du podcast. Je sais que vous l'attendez dans les commentaires. Je vous en parlais depuis tout à l'heure. Le dossier sur l'arbitrage qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux hier par rapport aux différentes décisions de Clément Turpin à l'arbitre hier de la rencontre. Alors, je pense qu'on va les prendre par ordre chronologique. Tout d'abord, parlons de la main de Nordi Mukiele qui était donc rentré à la place de Danilo Pereira qui est sorti sur blessure. La main de Nordi Mukiele dans la surface. Alors, je pense que tout le monde se souvient de la scène. Il a le corps un peu vers le sol, il a les deux bras décollés et ça touche sa main gauche, il me semble. Je ne sais plus qui tire du côté de Marseille. Je ne sais plus si c'est Lamine Harit ou pas. Harit, je crois. Non, c'est Sanchez qui tire. Ah, c'est Sanchez. Okay. Sanchez, et donc les Marseillais qui réclament un penalty. Clément Turpin n'a pas jugé la situation comme une faute. Avant que vous répondiez, je vais vous redonner quand même la règle. Alors je sais que c'est un peu confus parce que d'un match à l'autre, d'une décision à l'autre, c'est pas la même chose. Étant donné, je vous donne la loi, donc notée par l'IFAB. Étant donné que l'interprétation des fautes de main n'a toujours pas été cohérente en raison de l'application incorrecte de la loi, les membres de l'IFAB confirment que tout contact de la main ou du bras d'un joueur avec le ballon n'est pas une infraction. Notez l'an passé l'instance qui détermine donc les lois du football. Qu'est-ce que vous pensez de cette main, Nicolas Cuoco? Allez, je te lance dessus comme ça.
je pense que tu vas lancer le débat. Bah moi ça m'énerve en fait parce que faut pas avoir une très très grande mémoire pour se souvenir ce qui s'est passé au printemps dernier en fait. Quand Rongier on lui siffle une main alors que juste avant la balle elle rebondit sur son genou, là il y a penalty. Donc là Nordi Mukiele, alors c'est pas intentionnel, ça se voit très clairement parce que Sanchez n'est pas très loin de lui, mais quand même il est sur ses appuis, il agrandit sa surface corporelle. Donc je sais pas, je ne comprends pas pourquoi l'arbitre ne siffle pas de penalty. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et je vais pas faire ma parodie de suiveur de l'OM, mais en fait, il y a vraiment un sentiment d'injustice lorsque l'OM rencontre Paris, parce que sans remonter très très loin, en 2014, il y a eu la main de Marquinhos quand l'OM était second avec Bielsa, où à la fin du match, ça fait 3-2 pour le PSG. Il y a le but de Mitroglou qui avait été refusé sur une faute de Strootman sur Marquinhos, alors que c'est Marquinhos qui lui rentre dedans. En 2020, au Parc, il y a le but refusé de Benedetto pour un hors-jeu inexistant, alors qu'il y avait la VAR. Enfin, vraiment, il y a ce sentiment un peu d'injustice qui est nourri au gré des rencontres, au gré du temps. Et je trouve ça vraiment dommage pour le spectacle et même pour le PSG. Je pense vraiment que le PSG, de par son niveau, n'a pas besoin de ça pour remporter des matchs. On dit souvent que ce qui fait défaut en Ligue des Champions, ce qui fait défaut au PSG en Ligue des Champions, c'est qu'il n'y a pas d'adversité forte en Ligue 1. Et le PSG n'a pas besoin de ça. Je pense qu'au contraire, le PSG apprendrait encore plus à connaître des sentiments, des décisions arbitrales qui lui sont contraires en Ligue 1. Et là, hier, quand je vois ça, quand je réfléchis sur toutes les décisions que je viens d'énumérer, je me dis qu'il y a vraiment un sentiment d'injustice et un sentiment en fait où le PSG est intouchable sur certains aspects et dont celui-là. Bon, après, je vais laisser répondre Nicolas Claro parce que je le vois hocher de la tête, je sens qu'il va être lancé. Mais bon, qu'est-ce qu'ils y peuvent les Parisiens? Est-ce que l'arbitre siffle? C'est pas eux qui influent sur la décision. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu, Hugo. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils y peuvent les Parisiens hier? Ce que tu dis est un... mais bien sûr. Ils peuvent rien. C'est pas leur faute. Mais en fait, alors avant que Nico me réponde, et je sais qu'il a plein de choses à me dire, les faits dont j'ai parlé, ils existent, ils sont factuels. Il y a une VAR qui est là pour vérifier les situations. Donc nous, il faudrait qu'on nous explique aussi pourquoi est-ce que dans certaines situations qui sont claires et nettes, on n'a pas ces décisions qui sont en notre faveur. Mais pour te répondre à toi, Hugo, bien sûr que vous n'y pouvez strictement rien, c'est évident, bien sûr. Bon, je laisse Nicolas Puravo répondre aux accusations de Nicolas. Non, je rigole. Je laisse répondre sur cette décision de la main de Mukiele. Alors déjà, cette action de Mukiele, elle m'embête parce que Harit, au départ, il devrait même pas être sur le terrain déjà, si on est objectif. Harit, il doit quitter le terrain à la fin de la première mi-temps sur sa semelle sur Verratti. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, ça c'est fait. Sur l'action de la main de Mukiele, honnêtement, c'est la même action de l'autre côté. Je réclame aussi le penalty, je pense, à chaud. Parce que quand j'ai vu moi le ralenti, je me suis dit, ouais, il y a une frappe, il y a main. Quand tu regardes bien après les règles, et c'est là un petit peu le vice de cette règle, c'est qu'il y a une interprétation qui est trop importante. Agrandir une surface corporelle de manière volontaire ou pas. Mukiele, il a les mains le long du corps, qu'on le veuille ou non. Par contre, ce qui pose problème, c'est que Mukiele, il a les genoux pliés. Ben voilà, ce qui fait qu'en ayant les genoux pliés, il y a les mains qui traînent vers le bas. Mais il a les mains le long du corps, factuellement. On ne peut pas dire autrement. Les mains, elles ne sont pas écartées, elles sont le long du corps. Après, Nico, pardonne-moi de te couper, tu sais bien que des défenseurs, et on les voit tous les week-ends, ils défendent avec les mains dans le dos. Ça peut arriver aussi. Pour éviter justement l'interprétation de l'arbitre. Mais la règle, c'est les mains collées au corps qui n'agrandissent pas la surface corporelle. Bah, les mains de Mukiele, et encore une fois, je te le dis avec tellement de facilité que moi, sur le coup, et même, je pense, avec du recul, moi, je pense qu'il y a penalty. J'aurais sifflé en tout cas. Mais je comprends l'argument de ceux qui disent qu'il n'y a pas penalty. Déjà, on a pas mal discuté hier sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et je trouve que sur cette action-là, il n'y a pas de scandale. Il y a une interprétation de l'arbitre. C'est vraiment pas pour moi la décision la plus litigieuse de la soirée. Et honnêtement, je pense que les deux interprétations se valent. Ce que dit le texte et ce que pense Arthur Pin, c'est qu'il n'y a pas une position non naturelle des mains parce qu'elles sont le long du bras le long du corps.
Et c'est vrai que quand tu regardes l'image, les mains ne sont pas dans une position complètement fada. Après, comparé avec la main de Rongier de l'an dernier, je trouve que c'est un peu gonflé parce que il me semble que la main de Rongier l'an dernier, il y a aussi une main de Gerson sur l'action. Hein, donc bon, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Mais je comprends qu'effectivement, et là on va en revenir à l'incohérence des décisions arbitrales, et c'est pas que sur les PSG-OM, et ça concerne pas que l'OM qui est tout le temps soi-disant désavantagé contre Paris, ça concerne tous les clubs, et semaine après semaine, entre deux terrains, même des fois avec les mêmes arbitres, il y a des incohérences, il y a des décisions qui ne sont pas identiques, et évidemment que ça pose un problème. Et déjà, si on avait sur ce genre d'action un arbitre sonorisé qui explique à la VAR juste ça, si tu entends Turpin qui dit je vois la main, mais pour moi les mains sont dans une position naturelle, et que tu as le mec du VAR qui lui répond bah, ok, tu peux effectivement l'interpréter comme ça, on est d'accord avec toi. Mais... Tu vois, ça serait plus facile. Oui, je suis entièrement d'accord, et je te rejoins aussi sur le fait que depuis le début de la saison, tout ce qu'on voit d'un point de vue arbitral, c'est catastrophique, parce que on dit depuis quelques années que la Ligue 1 elle progresse, mais malheureusement la Ligue 1 elle ne pourra pas progresser autant qu'elle le peut avec des arbitres qui te sortent des rouges, etc. dans beaucoup de situations. Mais maintenant, quand tu me dis, Nico, que sa position elle est naturelle, alors qu'il a les genoux pliés, que sa main elle est à 30 cm du sol, je suis pas d'accord avec toi par contre, parce que ses mains elles n'ont rien à faire là en fait, rien du tout. Et tout défenseur, et ça on le voit régulièrement, Ramos par exemple, pour citer un de vos joueurs, un défenseur qui est dans la surface, qui est devant un joueur qui s'apprête à armer, en théorie, normalement, il a ses mains derrière le dos, et là c'est pas le cas, tu vois, donc tu as cette interprétation aussi à avoir. Tu peux l'avoir en tout cas. Ça n'a pas été le cas de la VAR, et c'est ça qu'on pointe du doigt. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir l'explication de Clément Turpin, du coup. Si on avait la sonorisation des arbitres, par exemple, on comprendrait, au moins, on aurait l'explication de l'arbitre. Mais comme on l'a jamais en fin de match, Yacine. Comme ils sont incohérents, ils ne vont pas te donner d'explication parce que la semaine prochaine, il va te donner une autre explication. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça, ouais. Et en vérité, je vais te dire, moi, c'est quoi le vrai problème de l'arbitrage. Alors, évidemment, c'est que comment dire qu'une action est similaire à l'autre? Déjà, il n'y a aucune action qui est similaire à l'autre. Parce que, tu vois, par exemple, l'histoire de la frappe. Il est à 2 mètres. À combien on considère que le mec, il a le temps d'enlever sa main ou pas? À 4 mètres? À 5 mètres? À 5 mètres 30? À 5 mètres 58? Tu vois ce que je veux dire? À combien on considère? Et puis, est-ce que s'il est à 10 mètres, mais qu'il frappe à 90 km/h, tu as le temps de retirer, alors que s'il frappe à 5 mètres, à 60. Non, mais je veux dire, il faut arrêter de. Mais c'est ça, en fait, l'interprétation, la vérité. Puisqu'on n'arrête pas de nous dire la position naturelle, c'est quoi? Est-ce que si je fais un appui, je vais donner un exemple, hein, vite fait. Mon crampon, il reste un peu dans le sol. Je mets juste mon bras, je l'écarte un peu pour reprendre mon équilibre. Est-ce que je suis dans une position naturelle? Ah oui, mais pourtant, elle n'est pas si naturelle. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi position naturelle? Ça ne veut rien dire. Tu peux tout mettre dedans. Donc, en fait, le problème, c'est qu'il y a trop d'interprétations, que ces interprétations-là, elles varient, alors déjà d'un arbitre à l'autre, mais elles varient même du même arbitre. C'est-à-dire que là, on peut parler rapidement, on va faire court, parce qu'en plus, tu dois y aller, Hugo. L'histoire du carton rouge de Gigot. Le tacle, il est scandaleux. Je te le dis. Si Neymar, il a son pied au sol, c'est très dangereux. À quel moment tu te dis, il le touche assez pour que ce soit dangereux? Ah, il n'a pas le pied au sol. Ah, il l'a vu arriver, donc il a sauté, donc c'est peut-être moins dangereux. Est-ce que le mec est blessé ou pas? Enfin, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas interpréter tout ça. Voilà. À un moment donné, ils avaient voulu, si vous vous rappelez, je crois que c'était une dizaine d'années, tac par derrière, c'est rouge. Puis au fur et à mesure, on s'est dit, ah ouais, mais est-ce que ça, c'est un vrai tac par derrière? En fait, c'est ingérable. Voilà, c'est juste ingérable. Et comme le contexte veut qu'un arbitre, malgré qu'il se pense pour des mecs au-dessus de tout, des robots, en fait, l'arbitre, il est toujours influencé par le contexte, le moment du match, etc. Comme la fameuse histoire de dire, est-ce que je peux mettre un carton rouge au bout d'une minute de jeu? Est-ce que je peux mettre un carton rouge? Est-ce que je peux siffler un penalty à la 93e? Il y a toujours ces questions. Donc, tu es un être humain. Donc, tant qu'il y aura autant d'interprétations, en fait, on pourra tous discuter. Et la preuve, c'est que là, entre nous, on est 4. On n'est pas forcément tous d'accord. Et si on prend le chat, on prend 15 personnes, on ne sera pas tous d'accord. Donc, en fait, c'est ça le problème du foot. C'est que les règles, elles sont trop larges. Voilà. Donc, il y aura toujours des discussions. Maintenant, le vrai truc, c'est qu'on se rend compte, même si je sais, sur certaines séquences, le hors-jeu et tout, ok, la VAR, elle n'a pas réglé les problèmes comme tout le monde pouvait y croire.
Voilà. Tu vois, par exemple, une règle qui règle tous les problèmes, entre guillemets, c'est toutes les mains, si ça touche la main, c'est sifflé. Voilà, stop. Voilà, au moins, ça réglerait le problème. Peut-être que les mecs, ils se forceraient à mettre les mains dans le dos, etc. À partir du moment où il y a une interprétation, toutes les semaines, on dira la même chose. Et les cartons rouges, comme tu dis, Nico, c'est pareil, c'est pas nouveau. Il y a eu des cartons pour Paris au Vélodrome, celui de Neymar, Hakimi, etc. Celui de Mota, rappelez-vous celui de Mota à l'époque. C'est toujours à la limite. Tu te dis, est-ce que c'est le contexte qui fait qu'il lui met rouge? Est-ce que si c'est au parc, il lui met rouge? Mais là, il est au Vélodrome. Voilà, en fait, c'est usant, quoi. Franchement, c'est usant. Et comme nos arbitres à nous en France, ils ont des comportements insupportables, en fait, c'est encore plus fatigant. Parce qu'ils ont une attitude de on a raison, il n'y a pas d'explication. Et oui, je pense que dans les gros matchs notamment, les arbitres devraient venir donner 2-3 explications. Ça ne remet rien en cause. Hein. Il a pris sa décision. Voilà, j'ai jugé que la main, pour moi, le joueur est trop près quand il tire. Voilà, stop, c'est OK, c'est ton avis. Puisque c'est une interprétation, c'est ton avis. Mais au moins, on sait. Donc on comprend bien. Mais juste aussi, un point pas trop long, Nico, pour terminer sur l'arbitre. Non, mais non, ça va au-delà de l'arbitrage, c'est qu'on on n'est pas filou nous aussi, parce que cette main-là, on doit prendre le temps, on doit mettre un peu la pression, on doit avoir un peu plus d'expérience à ce niveau-là. On a trop vite rejoué derrière, etc. Et ça s'est vu en Ligue des Champions, c'est pareil. Ou contre Francfort, il pouvait y avoir un sentiment un peu d'injustice parce qu'on avait l'impression que tout était sifflé contre nous. J'étais au stade, je me suis fait la réflexion, je n'étais même pas devant ma télé. Et on réclame pas assez. On prend pas assez le temps de venir, de discuter avec l'arbitre, etc. Et dans certaines situations, ça peut faire la différence. Et malheureusement, on manque de ça. Voilà, pardon. Non. T'inquiète, tu vas réagir, mais c'est parce qu'on doit rendre dans moins de 5 minutes. Bien sûr. Que, malheureusement, je pense comme tout le monde, on a les emplois du temps un peu chargés. Nico, c'est vrai que par rapport aux autres décisions, même il y a eu d'autres décisions aussi par rapport alors j'ai vu les Marseillais se plaindre de l'accrochage de maillot de Bernat dans la surface pour Klose. Il y a eu différents petits trucs d'arbitrage dans le match. Pour moi, il n'y a rien du tout là. Ouais, on est d'accord. Bon, moi, Nico, t'es honnête. Bah non, toi, on n'est pas d'accord, toi. Pour moi, il y a penalty. Tu vois, pour le coup, autant sur la main de Mukiele, je trouve qu'il y a un vrai débat parce que c'est une interprétation de l'arbitre. Autant sur l'accrochage. Alors, Bernat joue très bien le coup parce qu'il accroche juste suffisamment pour déséquilibrer Klose et il le relâche. Sauf que la même action dans le rond central, je pense que l'arbitre, 100 fois sur 100, il va siffler faute. Mais Sergio, c'est Yacine en fait, c'est que tout est incohérent. Que ce soit dans la surface ou dans le rond central, ils vont pas siffler de la même manière. Mais pour moi, il n'y a pas faute parce que je sais pas, ils sont dans leur duel, ça va très très vite. Et voilà, moi je reste persuadé que le foot, ça reste quand même un sport de contact, que les duels doivent exister, doivent continuer à exister. Je supporte pas les arbitres de Ligue 1 qui hachent le jeu, qui arrêtent le jeu toutes les 30 secondes. Alors si je veux être cohérent avec tout ça, pour moi, il n'y a pas faute de Bernat. Bah, tu vois, on n'est même pas d'accord sur ça. Par contre, il y a autre chose qu'il faut aussi quand même dire, c'est que, ok, on critique beaucoup les arbitres, mais il faudra aussi un jour qu'on se pose la question sur les entraîneurs et les joueurs qui ne connaissent pas les règles. Parce que, alors, après, il a un peu changé son discours hier, Tudor, après la fin du match, mais moi, j'ai vu quand même beaucoup de réactions. Gigot n'a pas touché Neymar, comment est-ce qu'il peut être expulsé, tu vois? Les mecs, ils connaissent pas les règles, quoi. Et évidemment que le tac de Gigot, c'est carton rouge, mais dans tous les sens. Mais c'est un tac de fou. J'ose pas imaginer s'il attrape Neymar, mais c'est dramatique. Donc évidemment que tu peux être expulsé pour un geste qui n'est pas maîtrisé. Donc moi, je veux bien qu'on discute d'arbitrage sur les réseaux avec des gens, mais s'il vous plaît, lisez au moins les règles avant, parce que sinon, ça sert à rien, quoi. On perd du temps et puis on s'énerve pour rien. Donc, en plus, hier, j'étais d'accord avec les Marseillais sur plein de trucs. Mais quand tu arrives, tu te fais engueuler en disant mais Neymar n'a pas été touché, rentre chez toi, espèce de footix. Tu as envie de lui dire bah ouais, footix, il a lu les règles, quoi. Donc, il faudrait que les entraîneurs qui allument un peu le feu des fois après des matchs aussi et qui contribuent à cette espèce d'ambiance assez pesante sur l'arbitrage français qui a vraiment pas besoin de ça parce que on voit le niveau toutes les semaines. Bah déjà, si tu sonorises l'arbitre et qu'en plus, tu as les joueurs et les entraîneurs qui ont une petite formation pour apprendre les 3 règles importantes, je pense que le foot français pourrait y gagner. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, tu as Grégory Schneider qui… Non, Grégory Schneider, qu'est-ce que je raconte? L'ancien arbitre Schneider, je ne me rappelle plus de son prénom, qui a intégré le stade de Strasbourg. Tout à fait. Il y avait un bon sujet sur le Canal Football Club hier.
Ouais, Bravo, Hugo. effectivement, c'est pour mieux appréhender les décisions arbitrales et les aider vraiment dans leur rapport avec l'arbitre sur le terrain. Et surtout comprendre les règles. Et quoi. Oui, mais tu vois, regarde, hier sur le. Pour Nico. Hein. Ouais, très court, mais sur le plateau de l'émission de foot d'hier soir, tu as Jérôme Alonso, quand même, ancien joueur devenu consultant, qui t'explique qu'il n'y a pas faute parce que Neymar n'est pas touché, quoi. Alors évidemment que ça fout la merde après quand tu as des mecs comme ça qui disent ça à l'antenne. Parce que les débilos qui écoutent ça et qui connaissent rien, ils te disent ah bah ouais, putain, il a raison, Alonso. Non, moi, perso, je pense que c'est plus spectaculaire qu'autre chose et moi, j'aurais pas mis rouge non plus, tu vois. Bah si, il faut pas attendre que le mec soit sur civière, Nico, pour mettre un carton. Non, mais oui, mais cet argument, on l'entend tout le temps. Et bien sûr. Tac par derrière, pas maîtrisé. Et je vois pas les Marseillais trop contester. Il y a un peu début de bagarre parce que Marquinhos vient pousser, mais je pense que les Marseillais ne contestent pas le rouge. Hein. Mais parce qu'encore une fois, c'est plus spectaculaire. Selon moi, hein, ça n'engage que moi. Selon moi, c'est plus spectaculaire qu'autre chose. Cet argument-là, ouais, mais il faut pas attendre qu'il soit sur une civière. Bah, bien sûr qu'il faut pas attendre qu'il soit sur une civière. Mais quand on regarde des images, déjà, après c'est une question d'interprétation aussi. Il arrive pas forcément par derrière, il arrive par le côté. Ouais, bah, c'est pas mieux. Hein. Franchement, il arrive. S'il lui prend le genou, c'est fini. Déjà, en dehors du tacle. De toute façon, en dehors du tacle, je ne sais pas ce que Gigot il fait au niveau professionnel, mais ça, c'est un avis personnel. Ah oui, bah ça, c'est une bonne question. Donc, ce sera très bien pour le football qu'il aille 2-3 matchs en tribune. Bon, voilà. Non, mais là, par contre, Nico, honnêtement, là, autant sur la main, on peut discuter de plein de trucs. Là, sur ce carton rouge, on ne peut pas en discuter. Honnêtement, c'est un tac de fou. C'est un tac de fou. Et évidemment que la notion. Alors, c'est vrai que le ralenti, tu as l'impression, moi j'ai dit pareil, très spectaculaire, mais pas dangereux. Sur le ralenti, il te fausse ton opinion. Mais à vitesse réelle, mais ce tacle-là, mais c'est un truc de malade. Et je vois les réactions sur live Twitch. Il y a Aaronstick94 qui dit Hugo, il est entêté, il doit reprendre le taf à 14h. Et ben, je dois partir à 14h car je travaille à 14h30 à Canal, donc il faut vraiment que je rende le live. Je sais que voilà, c'est évidemment après un classique, il y a beaucoup de choses dont on peut parler. Je pense qu'on a revenu sur tous les sujets. On ne peut pas parler de tous les joueurs précisément parce que sinon on ferait des podcasts de 3 heures. Et malheureusement, bah, voilà, chacun a des emplois du temps aussi. Donc je pense qu'on a quand même bien englobé ce 103e classique de l'histoire et donc avec la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, je le rappelle. Le PSG leader au classement avec 29 points. Marseille et 4e à 6 points derrière. Je voulais vous remercier tous les trois d'avoir été avec moi pour débriefer ce classique pour ce 207e numéro du podcast. C'est ça, Yacine. Ouais, 207, ouais. Et je voulais remercier notamment Nicolas Cléoco qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Vraiment, ça m'a fait très plaisir de participer à cette émission-là et puis de débattre sur un média parisien, vraiment. Donc, j'espère que vous en inviterez d'autres. Ça fait toujours plaisir d'avoir la parole dans d'autres médias que des médias marseillais. Un grand merci à vous tous. Merci à toi, Nico. On essaie toujours de donner la parole au camp quand on peut. Hugo, oui. Ce qui serait bien, c'est de réinviter Nico après une victoire de l'OM en 2048. Trop bien. Bah, je serais plus là. Ça dépend si toutes les histoires du Qatar, etc., elles arrivent, elles ressortent à la surface. Peut-être que en 2048, vous serez en CFA 2, en Régional 2. C'est bien répondu. Écoute, c'est de bonne guerre. Prochain match pour la deuxième journée de Ligue 1, parce qu'il n'y a pas de Ligue des Champions en semaine. Ça sera Paris jouera vendredi soir en terre corse face à l'AC Ajaccio. L'équipe nous a battu la semaine dernière, Nicolas Cléoco. Ouais. Et il y aura. Attention, gros bloc, faites attention. Ah ouais. C'est impressionnant, vraiment, c'est impressionnant, c'est waouh. Je sens l'ironie. Faites attention. Le Real d'Ajaccio. Et Marseille jouera en réception de Lens. Ce sera à suivre sur Canal+, d'ailleurs, Canal+ Sport 360. Ouais, ça va être un beau match. Samedi soir prochain, Marseille-Lens, je pense que ça va être un très très beau match vu le niveau des deux équipes cette saison. Et donc, l'AC Ajaccio face au Paris Saint-Germain vendredi soir. Merci à vous trois d'avoir été avec nous, d'avoir été avec moi pour ce podcast. Et je remercie les gens qui étaient avec nous sur le live Twitch pour cette première sur Twitch, ce premier live pour le podcast Enjeu Capital que vous retrouverez en replay disponible sur la chaîne YouTube de Paris United, évidemment. Et donc, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire, justement, à nous donner vos réactions sur l'habillage, sur le fait que je vous ai donné la parole. Est-ce que je vous l'ai donné ou pas assez? Vous me direz. J'ai essayé, en tout cas, de relayer vos messages à l'antenne comme je le pouvais dans le débat. Voilà, faites-nous des réactions sur ce premier live. On est en écoute et on prend tous vos commentaires très au sérieux. Et donc, voilà, on vous remercie d'avoir été présent avec nous. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain live sur Twitch. Et sur YouTube, on rappelle, on a pu gérer ça, faire cet habillage grâce à l'application Narrative. Je vous invite à aller la télécharger
sur Android ou iOS si vous voulez télécharger pour vos lives ou vos contenus sur Twitch. Oui, c'est très très pratique, très simple d'utilisation. Parce que si Nico, si Nico, puis Ravo, il a réussi à se connecter, c'est vraiment que c'est. Ouais, vous voyez, avec sa connexion de château là, dont les gens parlaient à Versailles. Alors, vous savez quoi? Pour ceux qui veulent, en DM sur Twitter, vous venez me voir et je vous mettrai les coulisses de la connexion. Vous allez voir les branques avec qui je travaille. Vous allez comprendre. Ouais, ça marche. Attends, je réponds à une dernière question. Je ne vends pas mes maillots. Oui. Ils sont à moi, ceux-là. Oui, j'ai vu les commentaires en disant est-ce qu'on peut te racheter un maillot Yas? Mais non, ça, c'est des maillots historiques et Yas, évidemment, il garde pour lui, il a bien raison. Merci à vous trois et puis on se donne rendez-vous donc pour le deuxième live la semaine prochaine sur Twitch. Salut à tous. Ciao, ciao. Merci, salut. Salut.